Bon, je ne sais pas si je suis déjà en live. Il y a toujours cette petite période de, comment dire? De latence. Hop, je pense que je suis live en tout cas. Hem, Bonsoir à tous, c'est Nathalie Valentin, coach en amour de soi. Je suis hyper contente de vous retrouver ce soir. Là, je vais attendre 2-3 minutes, le temps que les gens se connectent et cetera. Pendant ce temps, je vais faire des petits partages sur Facebook. Donc si, vous regardez le replay, vous pouvez tout de suite passer vers déjà 2 minutes, je pense, pour voir, l la conférence vraiment démarrer. Hop, je continue mes petits partages. Je vois qu'il y a quelqu'un qui regarde. Je commence dans 1 ou 2 minutes, j'attends juste que les personnes arrivent. Hem, ah non, c'est pas ça. Voilà, j'ai quasiment fini mes partages là. Hop, c'est bon. Clac. Bonsoir à tous, ici Nathalie Valentin, coach en amour de soi. Comme je disais il y a 2 petites minutes, je suis hyper contente de vous retrouver ce soir. Ce soir, on va parler de l'enfant non désiré, un sujet qui est très mal connu du grand public. Pour cause, c'est qu'on en parle quand même très, très peu. Les circonstances, de notre conception et de notre naissance, surtout l'impact que les circonstances de notre conception et de notre naissance peuvent avoir sur notre vie plus tard sont vraiment très, très méconnues. On en parle très, très peu et voilà, moi, c'est devenu mon sujet de prédilection, donc je parle, énormément de ça et c'est de ce dont on va parler ce soir. Je vais vous faire un petit partage d'écran parce que j'ai préparé des diapositives. Si vous voulez, ah oui, afficher aussi en grand, en plein écran, le live pour pouvoir afficher le chat, à droite de votre écran. Et puis à ce moment-là, vous pourrez me poser des questions, me dire des choses. En attendant, dites-moi aussi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien dans le chat. Vous pouvez aussi me dire coucou, comme ça je sais que je ne suis pas seule, ça fait toujours plaisir. Hop, alors partager l'écran, voilà, c'est ça que je vais partager. Clac, voilà, ça y est. Donc voilà, ce soir, ce qu'on va voir, c'est surtout, la définition concrète de ce qu'est un enfant non désiré parce que, la plupart des personnes ont une définition erronée et moi-même, encore il y a 3 ans, 3-4 ans, on va dire, ma définition de l'enfant non désiré était totalement erronée. Donc déjà, on va voir ça et ensuite on verra ensemble, 3 clés pour guérir cette blessure. Donc avant de commencer, est-ce que vous me voyez et m'entendez bien? Ce qui peut être chouette aussi, c'est de me dire qu'est-ce qui vous pousse à être là ce soir, à suivre cette conférence en ligne? Qu'est-ce qui vous interpelle dans le sujet de cette conférence? Enfin voilà et ce qui m'amène aussi au point de si ah oui, je vais beaucoup te tutoyer. Quand je dis «vous», c'est pour parler au pluriel et sinon je dis beaucoup «tu».
Donc tu peux aussi me tutoyer si tu le souhaites dans les commentaires, bien évidemment. Ça va dans les 2 sens et donc si jamais tu as des questions, ben, note-les dans le chat au fur et à mesure et moi je tâcherai d'y répondre au fur et à mesure. Voilà ce que j'ai à dire à propos de ça et régulièrement, je vais quitter comme ça la présentation pour aller voir les commentaires. Donc il y a Marine qui me dit: «Oui, super, bonsoir Marine, bonsoir Pauline. Le son et l'image, c'est bien, super». Bon, bah, tout est parfait. Marine et Pauline, si jamais vous avez envie de partager dans le chat, qu'est-ce qui vous a interpellé dans l'objet de cette, conférence et qui fait que vous êtes là ce soir, ben, c'est chouette et puis je regarderai ça, bah, je vais présenter le sommaire et juste après je regarde les nouveaux commentaires. Hop. Alors, ben, comme je le disais juste avant, le premier point qu'on va voir ensemble, ça va être, bah, la définition, mais vraiment très factuelle de ce qu'est un enfant non désiré. Cette conférence ce soir s'adresse plus aux enfants non désirés, on va dire devenus adultes ou quasi adultes. Si tu es un jeune adulte, tu es le bienvenu, hein, je pense que tu vas suivre cette conférence sans problème. Moi aujourd'hui j'accompagne des enfants non désirés adultes, éventuellement adolescents, mais pas des enfants. Et cette conférence, si jamais tu te reconnais en tant que parent qui n'a pas désiré ton enfant à 100, cette conférence peut aussi bah, ce sera un bon point d'information parce que peut-être que tu n'as pas désiré ton enfant à 100, mais que tu es aussi toi-même un enfant non désiré. Tu vas peut-être le découvrir justement avec cette définition factuelle. Si tu es un parent d'enfant non désiré, comment dire? Cette conférence s'adresse un peu moins à toi, mais pourquoi pas? Moi, je suis vraiment côté enfant non désiré et de toute façon, ce soir, quoi qu'il arrive, mes propos ne sont pas du tout là pour blâmer les parents, les accuser ou les culpabiliser. Ce n'est pas du tout mon discours. Je tiens à le préciser tout de suite. C'est au contraire justement de dédramatiser éventuellement sur le non-désir, le fait de ne pas avoir été désiré à 100 ou de peut-être, si tu es du côté parent, de ne pas avoir désiré ton enfant à 100. Moi, je suis vraiment là plutôt pour dédramatiser et simplement mettre de la lumière que les circonstances de notre conception et de notre naissance ont un impact sur notre vie et sur nos comportements qu'on méconnaît ou qu'on sous-estime beaucoup trop. Et c'est simplement aujourd'hui, moi, mon but ce soir, c'est de faire la lumière là-dessus, tout simplement, et puis de donner quelques clés pour justement avancer là-dessus. Et on va voir tout ça en détail. Donc, ensuite, on verra quels sont les comportements de l'enfant non désiré. Qui suis-je? Oui, je me présenterai plus en détail juste après les 2 premiers éléments, comme ça vous comprendrez mieux qui je suis aussi, parce que je suis une enfant non désirée. C'est ce que je vais expliquer après. Donc une première clé que je vais vous offrir, c'est, un exercice de Peter Koenig, qui est assez célèbre dans le monde du développement personnel. Une deuxième clé qui sera un exercice à faire face au miroir. La troisième clé, c'est d'apprendre à s'aimer. Donc là, je viens de spoiler toute la conférence en disant ça. Mais de toute façon, voilà, je suis coach en amour de soi, donc là, on se doute un peu de quoi je vais parler ce soir. Parce qu'en fait, c'est la base de la base, l'amour de soi, et surtout quand on est un enfant non désiré. Et donc, en conclusion, bah, je récapitulerai un peu tout ce que j'ai dit rapidement tout au long de la conférence, et surtout, on verra quel est le Graal de l'enfant non désiré. Hop, alors avant de donner la définition précise de l'enfant non désiré, je vais refaire un petit tour sur les commentaires ou les questions. Il n'y a pas de questions pour le moment. Mais n'hésitez pas à tout instant à poser vos questions. Alors, qu'est-ce qu'un enfant non désiré? Alors, déjà, ce que je vais vous dire, c'est que la définition, elle est en fait beaucoup plus large que ce qu'on pense et surtout beaucoup moins dramatique aussi que ce qu'on pense. Parce que moi, pareil, si je prends mon exemple, il y a peut-être 4-5 ans de ça encore, pour moi, quand j'entendais enfant non désiré, j'imaginais vraiment un enfant que les parents n'avaient pas du tout voulu, au moins un des deux. Mais genre en mode rejet total et puis le rejet qui va jusqu'à l'abandon éventuellement. Donc voilà, enfin moi j'avais vraiment, une vue, mais vraiment, dans mon imaginaire, c'était vraiment quelque chose de très négatif. J'imaginais un peu Cosette chez les Thénardier ou alors un enfant, bah, qui est élevé par un seul de ses parents, qui a été abandonné par l'autre. Enfin vraiment, j'imaginais un truc super horrible. Alors ça peut être ça, ça peut l'être, mais la définition est beaucoup, beaucoup plus large au sens que, ben, un enfant non désiré, ça va être déjà simplement une naissance qui n'est pas programmée par l'un ou les 2 parents à ce moment-là. Donc c'est 2 personnes qui, dans l'absolu, souhaitent
avoir des enfants ou peut-être en ont déjà eu ou souhaiteraient en avoir, bientôt ou un jour, ils savent pas exactement. Mais voilà, mais du coup, c'est ce qu'on appelle le bébé surprise. C'est vraiment, bah, voilà, on annonce qu'un bébé est en route et on n'a pas fait exprès de mettre un bébé en route à ce moment-là. Hem, donc voilà, c'est après selon les cultures, les époques et cetera, ça pou la un bébé surprise, ça pouvait être une source d'inquiétude, par exemple, ça peut être le cas, par exemple, de nos parents encore ou même bon, moi, j'ai un peu plus de 40 ans maintenant, mais pareil, dans les années 60-70, ça se faisait pas trop d'avoir un enfant hors mariage. Donc par exemple, quand le couple pouvait être amoureux et du coup, on se rend compte que: «Ah, un bébé arrive», bon, ben, on se dépêche de se marier, par exemple, ça peut être ça. Donc du coup, l'arrivée du bébé, ça peut être un peu, voilà, ça peut être un «problème» entre guillemets à résoudre. Ou ça peut être parfois, une inquiétude par rapport, à une question financière, comment on va subvenir aux besoins du bébé, ça peut être plein de choses comme ça en fait. J'ai j'ai des amis pour juste donner un peu des exemples, hein, vraiment et puis pour dédramatiser là-dessus, hein, parce que c'est après on a tous entendu des histoires de personnes qui disent: «Ah ben, je suis arrivée plus tôt que prévu». Le retour de couche aussi, un enfant très rapproché du précédent. On va être, voilà, sur une naissance non programmée, donc un enfant non désiré, à 100 en tout cas. Hem, quel type d'exemple on peut avoir encore? Aussi le bébé qui arrive beaucoup plus tard que les autres, un enfant qui arrive sur le tard. Une femme qui tombe enceinte alors qu'elle prend sa contraception correctement. Enfin voilà, on a vraiment plein d'exemples comme ça. Moi par exemple, j'avais une amie qui me confiait ça, c'est à un moment, elle voulait concevoir un enfant avec son conjoint, puis, bah, elle perd son emploi, surprise, je perds mon emploi, donc elle s'est dit: «Bah, je vais faire une pause, sur la conception du bébé, je vais attendre de retrouver un nouvel emploi pour, redémarrer, essayer» et puis elle tombe finalement enceinte, le mois d'après, quoi. Donc c'était: «Ah, bon, bah, là, je viens de perdre mon emploi, je suis dans une transition au travail, c'est peut-être pas l'idéal». Enfin, ça peut être vraiment des choses, voilà, des circonstances qui peuvent sembler anodines, où on se dit: «C'est pas grave», on se rend pas compte, mais n'empêche que ça va avoir un impact qu'on va voir juste après dans les comportements. Donc voilà, c'est pour ça que je dis vraiment, j'ai pas env c'est moi vraiment mon objectif, c'est sûr, c'est de dédramatiser sur le terme d'enfant non désiré, parce que voilà, c'est juste des circonstances qui parfois peuvent sembler anodines et qui finalement vont avoir un impact. Et c'est important de s'en rendre compte en tant que parent ou en tant qu'enfant pour mieux comprendre aussi les comportements que soit son enfant peut développer ou a pu développer ou que nous on a développé, ça peut venir aussi de là, en fait. Hem, une autre circonstance qui fait qu'on peut être un enfant non désiré, c'est que l'un ou les 2 parents enfin voulaient donc bien mettre un enfant en route à ce moment-là de leur vie. Mais par contre, peut-être que l'un ou les 2 parents auraient aimé avoir un enfant du sexe opposé. Ce qui est mon cas, par exemple. Mon père aurait Je suis la troisième fille de mes parents, mon père, savait qu'il ne voulait pas de quatrième enfant et donc il espérait que moi je sois un garçon. À tout prix. Il a été très déçu à ma naissance, il a fait la gueule pendant 2 semaines, c'était terrible. Je m'en souviens plus consciemment, mais je sais que ça a laissé des traces. Voilà, donc lui a été très déçu ou alors parfois on peut l'apprendre à l'échographie, voilà. Mais donc ça aussi, si, donc c pareil, si, on nous a dit parfois et parfois on ne nous l'a pas dit non plus, que, ben, ah, on aurait aimé avoir un garçon ou une fille à ta place. Là aussi, on peut savoir qu'on est un enfant, non désiré. On entre à ce moment-là dans la définition de l'enfant non désiré. Hem, donc là, effectivement, là, ce soir, je vous parle surtout du père et de la mère, de leur réaction au moment où ils apprennent, bah, qu'un bébé arrive ou au moment peut-être de la naissance ou de l'échographie aussi, quand on apprend que le sexe de l'enfant. Mais parfois, le non-désir peut venir aussi d'un autre membre de la famille. Un membre influent de la famille. Ça peut être un grand-père, une grand-mère, une tante, un oncle, quelqu'un vraiment qui joue un rôle, assez important par rapport, à la famille nucléaire qu'on va former avec nos parents et c'est aussi des histoires que j'ai pu entendre. C'était, bah, moi, mon grand-père aurait aimé que je sois un garçon, avant que mon frère arrive et du coup, ben, j'ai ressenti ce non-désir-là. En tout cas, il y a eu comme un transfert et je l'ai senti, du coup, je développe ces comportements-là. Voilà, c'est un membre de la famille qui finalement, juge inopportun peut-être l'arrivée d'un autre bébé ou d'un premier bébé à ce moment-là et du coup ça a un impact, sur, les parents et du coup peut-être un impact sur le petit enfant qui arrive. Pour l'exemple du grand-père, mais ça peut être un autre membre de la famille encore. Hem
Oui, donc le thème de l'enfant non désiré, c'est un sujet vraiment qui est très, très tabou dans notre société. Quand là, tu vois ce que je viens de te dire pour la définition, je veux dire, on connaît tous des personnes qui nous disent: «Ah tiens, je suis arrivée plus tôt que prévu, j'étais un retour de couche, j'étais un accident, je suis un bébé surprise, mon père aurait ou ma mère aurait voulu un enfant, une fille ou un garçon». On connaît tous, mais plusieurs personnes qui nous ont un jour dit ça, quoi. Et c'est tellement courant dans notre société d'entendre ce type d'histoire que ça en semble anodin et en fait, ça l'est pas tant que ça. Et c'est vrai que c'est un sujet qui peut être très tabou et peut-être que tes parents ne t'ont jamais rien dit à propos de ça parce que si vraiment alors moi, par exemple, mes parents, eux, comme ils ne m'ont jamais vue comme une enfant non désirée. Quand moi j'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux d'enfants non désirés, c'était un gros sujet, limite d'engueulade avec ma mère. Donc mon père est décédé, donc je n'ai pas eu de conversation avec lui à ce sujet-là. Mais ma mère était là à me dire: «Non, mais pourquoi tu dis que tu es une enfant non désirée? Je comprends pas» et cetera et cetera. Hem, donc et c'est pour ça que ma mère, comme elle ne pensait pas pareil, que elle ne voyait pas ça. Pour elle, c'était pas un problème que je sois arrivée un peu plus tôt que prévu. Parce que je suis aussi arrivée un peu plus tôt que prévu, mes parents voulaient un troisième enfant, mais un peu plus tard. Donc elle, elle voyait pas en quoi ça posait problème. Mais néanmoins, moi, ça m'a posé des petits soucis quand même. Et puis par rapport au fait aussi que mon père vraiment voulait un garçon. Alors là, c'est moi, mon côté enfant non désiré, il est plus là-dessus encore, je pense, que sur, je suis arrivée plus tôt que prévu. Mais voilà, mais certains parents ont vraiment conscience que, ils ne désirent pas leur enfant, ou pas à 100 ou pendant une période, ils ne l'ont pas désiré tout de suite, ça leur a pris un temps de désirer l'enfant et cetera. Du coup, ils ressentent beaucoup de honte et de culpabilité par rapport à ça et parfois même le parent ça peut être un parent seul qui a tellement honte ou ressent tellement de la culpabilité là-dessus qu'il va pas oser le dire à sa conjointe ou à son conjoint. Notamment, ben, encore aujourd'hui, sur notre société, il y a quand même une pression sociale aussi qui est faite, bah, sur les couples et aussi plus particulièrement, je dirais encore sur les femmes, qui est que le modèle pour être heureux, c'est d'être marié, d'avoir des enfants et une femme qui a pas tellement de désir d'enfant, ben, on est un peu à la regarder ou même parfois à la taxer d'égoïsme. Donc parfois, il y a des femmes qui vont, un peu, entre guillemets, «se forcer» à faire un enfant plus tôt que prévu, alors qu'elles sont peut-être pas tout à fait prêtes ou qu'elles sont pas à 100 on va dire, d'un désir d'enfant. Elles sont peut-être qu'à 80 elles se disent: «Bon allez, j'y vais, je fais quand même un enfant maintenant», ce genre de choses et elles vont pas oser le dire quoi, parce que peur du jugement des autres, du regard des autres et cetera. Donc vraiment, c'est un sujet qui est tabou. Heu, donc voilà, peut-être que tes parents t'ont peut-être partagé les circonstances, en tout cas, de comment ils ont accueilli les nouvelles quand ils ont su qu'ils t'attendaient ou comment ils ont, accueilli la nouvelle quand ils ont su, de quel sexe tu étais ou que ce soit au moment peut-être de l'échographie, au moment de ta naissance, ce genre de choses. Hem, mais peut-être qu'ils ont pu garder ce secret-là parce qu'ils avaient honte ou se sentaient coupables. Mais dans tous les cas, même si on ne t'a rien dit, inconsciemment, tu le sais. Et tu vas quand même développer les comportements de l'enfant non désiré. Alors sur les slides, quand il y a écrit END, c'est enfant non désiré et les comportements, je vais les décrire juste après et surtout, je voudrais insister sur ce point aussi, c'est un amalgame qui est très souvent fait que, quand on entend enfant non désiré, c'est vrai que ça parce que souvent, comme on a une définition qui est erronée de ce terme-là, on se dit que c'est quand même une étiquette qui est vraiment très, très lourde à porter, très désagréable à porter. Moi d'ailleurs, ça m'a pris du temps à accepter ça, à me dire: «Ah non, mais non désiré, oh mon Dieu, c'est trop horrible, ça veut dire que» non, ça veut pas dire que plein de choses, ça veut juste dire qu'au moment où mes parents m'ont conçue, bah, ils n'avaient pas conscience qu'ils étaient en train de concevoir un enfant, ils ne s'y attendaient pas ou ils l'ont pas fait «exprès» entre guillemets et après tout le reste, je pense que c'est des interprétations qui peuvent parfois nous faire souffrir et je pense qu'il faut juste faire attention à ça, quoi. Donc vraiment non désiré, ça ne veut pas dire qu'on était mal aimé ou maltraité de nos parents. Ça peut arriver, c'est vrai, mais, je pense vraiment que la l'immense majorité des cas, des enfants non désirés qui vivent dans notre société, n'ont pas conscience justement de ce non-désir, que ce soit, partiel ou même total. Mais, enfin voilà, ils n'ont pas conscience de ça parce qu'ils disent: «Mais moi j'ai été aimé de mes parents, j'ai été très bien traitée de mes parents», ce qui est aussi mon cas, hein. Mes parents m'ont aimée du mieux qu'ils ont pu, ils ont pris soin du mieux qu'ils ont pu de moi et ils m'ont énormément aidée, ils ont très bien pris soin de moi. Néanmoins, j'ai eu des impacts sur mon comportement et le jour où j'ai, compris,
que comment que tous ces petits travers, ces comportements qui me gênaient étaient liés à l'enfant non désiré. Ça m'a fait un coup au ventre certes, et un coup au cœur, mais ça m'a tellement aidé ensuite à avancer sur mon chemin et à comprendre énormément de choses à propos de moi-même et de me libérer de ces comportements qui me gênaient. Alors, heu, je vais juste regarder rapidement dans le chat s'il y a des réactions ou des questions jusqu'ici. Non, toujours pas, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Hop, je continue. Ça veut dire que tout est clair et que c'est complet. Et sinon, vous hésitez pas si vous avez besoin de détails supplémentaires. Je vais surveiller aussi un petit peu l'heure. Ça va, j'avance bien. Hem, donc en fait, qu'est-ce qui va, surtout beaucoup gêner l'enfant non désiré? C'est que en fait, l'enfant non désiré, inconsciemment, va avoir une très, très grande croyance erronée qui est, «Puisque je ne suis pas attendu, je ne mérite pas la vie et je vais tout faire pour prouver que je la mérite». Et en fait, de cette grande croyance erronée découle tout un tas de: «Je ne mérite pas», «Je n'ai pas le droit à» ou «Je n'ai pas le droit de» ou «Je ne suis pas légitime à». Et ça, tout ça, ça va être plus ou moins conscient. Mais vraiment, on a en tant qu'enfant non désiré, on a énormément de croyances, erronées. Alors quand je dis croyances, c'est pas des croyances religieuses. C'est ce qu'on appelle aussi une pensée limitante, une croyance. Donc c'est: «Je crois quelque chose», qui est faux. Qui très souvent est faux, en fait. De toute façon, une croyance n'est jamais vraie ou fausse. Soit elle m'aide et elle me porte. Je sais pas si, par exemple, je pense que je suis une femme, géniale et talentueuse, ça va m'aider à avancer dans la vie parce que du coup, j'aurai pas beaucoup de freins quand, j'aurai un nouveau projet, une nouvelle idée, j'avancerai à fond les ballons, parce que je pense que je suis géniale et talentueuse. Mais si, j'ai tendance à croire que je suis nulle ou je sais pas quoi, ben, alors là, le jour où j'ai un nouveau projet, ben, si je me dis: «Bah non, je suis nulle», c'est sûr que pour avancer, ça va être beaucoup plus difficile. Je prends exprès des cas extrêmes, je force un peu le trait pour, voilà, pour juste bien expliquer. Mais des fois, on peut être sur des nuances beaucoup plus faibles et parfois on peut avoir des croyances, qui nous freinent et dont on n'a pas forcément conscience non plus. Ou on pense au contraire qu'elles nous aident et en fait, elles nous aident pas. Mais bon, enfin ça, c'est un tout autre sujet. Ça peut être le sujet d'ailleurs spécifique d'une conférence, d'un atelier conférence parce que les croyances, c'est un super boulot à faire sur soi. Hem, donc oui, donc toutes ces croyances erronées de: «Je ne mérite pas, je n'ai pas le droit de, je ne suis pas légitime à», ça entraîne du coup une, estime de soi qui va être basse ou fluctuante et qui fait que tu vas rechercher l'amour et la validation chez les autres. Donc bah, c'est sûr quand on se dit: «Je mérite pas ceci, cela», bah, c'est ce que je disais plus haut quoi, c'est, je vais tout faire pour prouver que je mérite la vie ou que je mérite peut-être de recevoir de l'argent dans le cadre du travail, donc je vais bosser comme une dingue, je vais faire des heures sup, que j'offre ou je sais pas quoi, enfin ça peut être plein de choses, ça peut bah, justement on va le voir tout de suite et concrètement, ça donne les symptômes, suivants. Donc là je donne des numéros, des symptômes très, très, de dire très, très, très concrets. Et indique dans le chat les numéros où tu te reconnais, comme ça, moi, après, ça peut me permettre aussi, pour surtout quand je vais donner les 3 clés, de donner peut-être des exemples, plus pertinents par rapport aux numéros qui ressortiront le plus dans le chat. Donc pa un premier exemple de comportement d'enfant non désiré, c'est: tu cherches à plaire et à faire plaisir à tout le monde et parfois même à ton détriment. Donc il y a rien de mal à vouloir plaire et faire plaisir, à son entourage, que ce soit, sa famille, ses enfants, ses parents, son mari, sa femme, ses amis et cetera. C'est vraiment le parfois à son détriment. Là, c'est vraiment quand on est dans le trop. Heu, donc par exemple, pour faire plaisir à quelqu'un, alors à mon détriment, ça pourrait être, bah, je sais pas, là, il y a pas longtemps, on a payé des taxes, des impôts et cetera. Hem, bon, bon, en plus, on a eu le covid, alors peut-être que j'ai moins travaillé, j'ai moins gagné d'argent que d'habitude. Alors, là, boucler l'année, c'était plus difficile que d'habitude mais il y a quand même Noël qui arrive et puis, ben, je vais peut-être dépenser plus que ce que je devrais ou que ce que je peux, en tout cas, pour faire plaisir à mes proches. Alors que cette année, ben, pourtant, j'ai un budget qui est plus limité que les autres années, mais vraiment, je me sens pas légitime, justement, à réduire mon budget, cadeau cette année parce que cette année, voilà, il y a eu plein de choses qui ont fait que ou je sais pas, où j'ai eu, des travaux non prévus sur ma voiture, des dépenses imprévues, mais du coup, ben, pour Noël, je peux pas faire, et je me sentirais pas légitime et je me dis: «Bah, tant pis,
je sais pas, je vais aller plus sur mon découvert ou autre pour faire des cadeaux. Là, vraiment, je fais plaisir à mon détriment plutôt que de ré parce que je me sens pas légitime à réajuster mon budget cadeau, c'est un exemple. Mais après, il y a des exemples, il y en a plein comme ça. 2e comportement qu'on retrouve très souvent chez l'enfant non désiré, tu fuis le conflit, n'oses pas dire non ou poser des limites. Bah, ça rejoint un petit peu aussi le fait de faire plaisir. Après là, les comportements que je vais donner, en fonction aussi de ce que tu as vécu dans ta vie, parce que là, en ce moment, on me fait beaucoup ce retour-là, à me dire parce que moi, je parle, quasi exclusivement que des sujets qui tournent autour de l'enfant non désiré, parce que en dev perso et en psychologie, on en parle très, très peu, voire pas du tout. Alors que pour moi, c'est un sujet ultra important et moi, je parle quasiment que de ça pour faire connaître tout ça. Donc il y a des personnes qui se disent: «Ouais, Nathalie, elle focalise que là-dessus, elle pense qu'il y a que ça». Non, il y a pas que ça dans la vie, bien sûr, qui va, interférer et faire que parfois, plus tard dans la vie, on va avoir des difficultés. Mais n'empêche qu'on est avec ça et que, ensuite, ce qu'on va expérimenter et vivre dans notre vie, les événements qui vont nous arriver, soit vont appuyer plus particulièrement sur, certains points que je vais décrire là, ou coup de bol, parfois certaines expériences vont au contraire alléger certains des comportements. Donc il y a peut-être certains comportements que toi tu vas avoir plus que d'autres. Voilà, mais ça c'est des comportements qu'on retrouve très, très souvent chez l'enfant non désiré. Ouais, donc fuir le conflit, ne pas oser dire non ou poser ses limites. Donc ça c'est très, très clair. Tu ne te sens pas légitime à exprimer ce que tu penses, tu t'écrases souvent devant les autres, n'oses pas exprimer tes opinions ou des désaccords. Donc exprimer une opinion ou un désaccord, ça ne veut pas, forcément vouloir dire que je vais argumenter pendant 1 heure pour prouver que j'ai raison. Mais ça va être simplement je me sens, suffisamment légitime, quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, simplement lui dire. C'est simplement ça, hein. Après, les débats, parce qu'on est quand même dans une société où on nous apprend qu'il faut avoir raison ou tort, ou c'est de ta faute, ce genre de choses. Hem, il y a une célèbre expression, je ne sais plus de qui elle est, peut-être du Bouddha ou je sais plus, ou du Dalaï Lama, je ne sais plus, qui dit, «Dans la vie, il faut faire un choix entre avoir raison ou être heureux». Moi, c'est un peu devenu maintenant mon credo, on va dire, et je m'en fiche d'avoir raison. Mais par contre, quand il y a quelque chose qui se passe autour de moi et qui heurte mes valeurs ou quand vraiment je suis pas d'accord, et ben, maintenant je m'autorise à exprimer mes opinions, ou à exprimer mon point de vue. Parfois, c'est pas que je suis pas d'accord, mais je me dis: «Ah tiens, la personne a peut-être pas vu ça», notamment parce que j'ai contribué à beaucoup de projets. Donc parfois, il y avait, bah, des personnes qui travaillent sur des projets, puis je me dis: «Tiens, elle voit pas ça», alors je donne, des informations ou mon point de vue ou mon opinion. Mais voilà, moi j'ai donné l'info, j'ai dit ce que j'en pensais. Parfois, je peux le dire un peu vivement quand vraiment ça vient heurter mes valeurs et que je suis pas d'accord et que je trouve ça, dégueulasse ou je sais pas quoi. Mais c'est pas pour autant que je vais à tout prix avoir raison. Mais en tout cas, je donne mon opinion et après les gens, ils en font ce qu'ils en veulent. J'assure quand même que j'ai été entendue et écoutée parce que c'est important pour moi, quand j'écoute les autres aussi, que au moment où je prends la parole, d'être écoutée en retour. Mais voilà, mais une fois que j'ai été écoutée, que j'ai dit ce que j'avais à dire, moi, c'est bon, je passe à la suite. En tout cas, voilà. Avant, j'avais beaucoup de mal à faire ça. Je me taisais énormément. C'est pareil, fuir le conflit, c'est se taire et prendre sur soi, quoi, et attendre que ça passe. Mais en fait, ça passe moyennement puisqu'on garde ça sur le cœur et c'est jamais très bon. 4e comportement, c'est tu donnes, donnes, donnes et encore pour prouver que tu mérites de recevoir soutien, amour, affection, aide, argent. 3 petits points, là, on peut mettre plein, plein de choses. Ça peut être de l'attention, je sais pas quoi. Voilà, l'enfant non désiré va toujours donner énormément. C'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est prouver que je mérite. Et au bout du bout, c'est mériter la vie, quoi, donc j'en fais des tonnes. Et du coup, dans le côté «j'en fais des tonnes», ben, je me mets aussi la barre très, très haut. Je déteste faire des erreurs et je suis perfectionniste et en fait, derrière ce comportement-là, il y a aussi la croyance inconsciente que, je suis une erreur. Inconsciemment, l'enfant non désiré se voit comme une erreur parce qu'entre guillemets, il a commis l'erreur, soit d'arriver à un moment où on ne l'attendait pas dans la vie, soit d'arriver du sexe opposé à ce qui était attendu par l'un ou ses 2 parents. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très difficile. Donc je crois que là, il y avait juste 5 points. Je vais regarder dans le chat déjà les premiers numéros que tu as indiqués. Vous me dites aussi si jamais je vais trop vite. Alors, il y a Chris, bonsoir Chris, qui dit: «Peut-on être un enfant non désiré par un seul de ses parents au lieu des 2?» Oui, c'est ce que je disais au début de la conférence.
Ça peut être un seul de nos parents pour qui on est arrivé trop tôt, on était un bébé surprise, ou alors ça peut être un seul de nos parents qui, voulait peut-être, un enfant du sexe opposé. Ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que peut-être que ce parent-là, alors et tu dis: «Je n'en fais pas partie ni d'enfant, ni en tant que parent», je précise. OK. Après si tu te reconnais dans les comportements que je vais décrire, il se peut que ce soit inconscient parce que parfois les parents vont garder le secret parce qu'ils culpabilisent ou ont honte à l'idée de ne pas avoir, désiré leur enfant à 100 on va dire. Parce qu'il y a souvent un amalgame qui est fait comme je l'expliquais au début. Et parfois le non-désir aussi peut venir d'un autre membre de la famille qui est très influent. Ça peut être par exemple un grand-père, la grand-mère, la tante, qui, je sais pas, qui juge, on ne sait pas d'ailleurs pourquoi, de quoi, comment, mais elle juge, elle se permet de juger la vie des autres et elle juge que cet enfant n'arrive pas au bon moment ou, devrait être une fille ou un garçon et du coup ça peut aussi parfois, arriver. Et il y a Milouchka. Non, il y a aucun problème Chris, si tu es arrivé 15 minutes après le début, après de toute façon il y a un replay si jamais tu veux avoir plus de détails parce que là du coup je te résume vraiment, pour ceux qui sont là depuis le début, pas qu'il y ait trop de redites pour eux. Mais voilà, n'hésite pas à regarder le replay après, à regarder les 15 premières minutes. Alors il y a Milouchka qui dit qu'elle se reconnaît beaucoup dans A1, 4 et 5. Il y a Céline qui dit: «Moi, en effet, c'est ma grand-mère qui s'était permis de juger, son arrivée sur terre». Du coup, alors, je vais regarder 1, 4 et 5 juste pour me rappeler ce que c'était. Alors, chercher à plaire, ouais, ça, donner énormément et mettre la barre haut, bah, ça, c'est c'est les plus connus, les plus célèbres de l'enfant non désiré. Est-ce qu'il y avait d'autres petits commentaires? Et Milouchka qui dit 6 et 7. Ah oui, bah, 6 et 7, je vais les lire maintenant. Hop, et puis les commenter un peu plus aussi pour donner un peu plus de détails. Alors 6, tu te crois responsable du bonheur des autres. Ça, c'est le côté aussi très sauveur parfois de l'enfant non désiré. Tu te crois souvent obligé d'aider ou de sauver les autres. Ça, c'est un comportement qui entraîne aussi énormément de culpabilité, surtout quand vraiment tu es dans l'impossibilité d'aider les autres. Quand tu as un ami qui est en difficulté, heu, moi, c'était un peu c'était un peu dramatique, c'est que parfois il arrivait une tuile à une de mes amies et plus mon amie était proche de moi et plus je culpabilisais, me sentais mal. J'étais pas du tout responsable de la tuile qui lui arrivait. Je veux dire, j'avais rien fait qui lui causait des ennuis. Mais quand elle avait des ennuis, moi je culpabilisais en me disant: «Oh mon Dieu, c'est terrible, j'aurais dû voir venir, j'aurais dû lui éviter ça» ou je sais pas quoi et c'était mais plus fort que moi et je culpabilisais quoi et alors du coup, comme je culpabilisais de ça, du coup, j'étais là à lui dire: «Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, pour te sauver ou pour faire à ta place?» ou je sais pas quoi. Donc ça pouvait parfois aider mon ami qui était parfois un peu en posture de victime. Donc quand je parle de sauveur-victime, je fais référence au triangle de Karpman. Ça, c'est vraiment un super outil dans les relations. Donc vraiment pour si vous ne connaissez pas le triangle de Karpman, un court résumé. Donc le triangle de Karpman, c'est un peu on symbolise sur un triangle parce qu'il y a 3 rôles, persécuteur, sauveur et victime et c'est ce qu'on appelle un jeu psychologique, qu'on joue, quasiment en permanence inconsciemment. Notre société aujourd'hui entière fonctionne sur ce principe-là, il faut le savoir. Donc, pareil, hein, c'est normal qu'on le joue tous, ce truc-là, hein, jusqu'à le connaître, ce mécanisme. Et donc, c'est des rôles qu'on joue inconsciemment et ça tourne. Les rôles tournent sans cesse. Donc, la victime, elle, elle se plaint beaucoup de sa situation. «Oh mon Dieu, c'est horrible ce qui m'arrive. Pourquoi ça m'arrive? Ça n'arrive qu'à moi». Ce genre de choses. Et la victime, elle a besoin soit d'un sauveur qui va la sauver, faire à sa place et la conforter dans, le fait que, qu'elle n'est pas capable de trouver ses solutions par elle-même, qu'elle ne sait pas se débrouiller, par elle-même, toute seule. Le sauveur, lui, inconsciemment pense que, c'est son rôle de sauver tout le monde, même si on lui demande rien. En fait, lui, le problème du sauveur, c'est de ne pas croire en la capacité des autres à se débrouiller par eux-mêmes. Et on a le persécuteur qu'on appelle aussi bourreau. Alors lui, il distribue des claques à tout le monde, verbalement, le plus souvent. Et lui, son problème, c'est de méconnaître la valeur de l'autre. Et donc la victime, elle va se plaindre et soit elle va chercher un bourreau, qui va l'engueuler, un peu lui mettre un peu des claques, au sens figuré du terme, parfois même au sens propre du terme. Et puis du coup, conforter la victime dans sa croyance qui est: «Je ne peux pas me débrouiller toute seule» ou «Je mérite, de souffrir» ou je sais pas. Enfin, elle est vraiment là-dedans quoi, de la victime, de se dire, «Je suis pas capable de me débrouiller par moi-même et il m'arrive trop de malheurs». Donc soit elle va être face à
un bourreau qui va jouer ce rôle-là, qui va la conforter là-dedans, soit elle va être faire face à un sauveur qui va la sauver. Alors au moins on est dans de la bienveillance, mais qui de toute façon entretient aussi sa, croyance qu'elle ne peut pas se débrouiller par elle-même. Et les rôles tournent sans cesse. C'est souvent on a l'exemple de le cas typique, c'est la victime qui se plaint, se plaint, se plaint, parce que la victime, elle veut pas non plus forcément de solution, parce que si elle a des solutions, alors elle n'a plus de sujet pour se plaindre, elle ne peut plus être victime. Donc elle se plaint, et puis le sauveur lui propose plein de solutions, puis à un moment la victime elle en a marre parce qu'elle se sent pas écoutée, puis elle demande pas des solutions de toute façon. Puis elle engueule le sauveur: «Ouais, bah, tu m'emmerdes là, je t'ai rien demandé moi». Et là le rôle tourne, la victime devient persécuteur et le sauveur devient victime parce qu'il se fait engueuler, puis il est tout penaud. Donc voilà, mais ça c'est vraiment un truc qu'on joue, sans arrêt. Et donc voilà, donc tu peux te croire responsable du bonheur des autres, donc là tu es vraiment, souvent dans le rôle de sauveur. Le septième point, tu culpabilises facilement et te justifies très souvent, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le côté aussi justification, ça peut être, bah, oui, quand tu culpabilises de ne pas avoir pu et de pas être disponible, pour aider l'autre, bah, tu vas te justifier, tu te sens obligé de te justifier, tu peux aussi culpabiliser. Il y a la justification, elle peut être aussi par rapport à quand tu commets des erreurs, tu vas expliquer, qu'est-ce qui t'a «poussé» entre guillemets à l'erreur. Voilà, par le passé, je me justifiais énormément et en plus ça m'énervait parce que je voulais pas me justifier, mais c'était plus fort que moi, je le faisais. Huitième point, tu as peur de déranger et du coup, bah, tu as des difficultés à demander de l'aide. Officiellement, tu vas toujours bien et tu sais te débrouiller seul. Donc là, toujours pareil, c'est toujours derrière ça, c'est toujours la peur de déranger et tu oses rarement dire comment tu te sens vraiment. Même auprès de tes proches, quand on te demande comment ça va, tu vas toujours faire semblant d'aller bien ou ou le plus souvent possible. Et là, c'est par peur d'inquiéter l'autre et on rejoint encore la peur de déranger les autres, parce que, ben, voilà quoi, on veut toujours aller faire enfin comme si on allait bien, ça va, je me débrouille, parce que c'est déranger l'autre ou demander, ben, c'est comment dire? On pense pas en fait qu'on mérite inconsciemment, on pense pas qu'on mérite de recevoir l'aide ou l'attention des autres. Donc, on va tout faire pour éviter de solliciter l'aide ou l'attention des autres. Et bien que tu donnes énormément, tu reçois très peu en retour, que ce soit du soutien, de l'attention, de l'amour et cetera. Et donc, ben, par exemple, là, le point que je viens de citer juste avant explique très bien ça. Les enfants non désirés, ne le font pas exprès, mais bloquent énormément, le recevoir. Donc parfois, ça peut être de l'argent, des exemples assez, courants, c'est, tu vas prendre un nouvel emploi et puis tu oses pas négocier le salaire. On te dit: «Le salaire, c'est ça». Et si le salaire te convient pas trop, bah, tu vas dire: «Ouais, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, ceci, cela», mais tu vas pas oser dire, «Non, mais moi, le salaire, là, ça me va vraiment pas, quoi. Vous pouvez pas faire un effort?» ou je sais pas quoi. Hem, donc même à la fin de ta période d'essai ou ça me rappelle un exemple que j'ai, concret un vécu personnel. C'est, un moment dans ma vie, j'ai évolué donc avant, j'étais ce qu'on appelait webmaster, donc je faisais des sites internet, je m'occupais de sites internet. Après, je suis passée chef de projet. Et donc au moment de cette évolution, j'ai eu un petit temps comme ça à me dire: «Bon, bah, est-ce que je vais être un bon chef de projet?» et cetera. Et il se trouve que j'ai eu une opportunité, j'ai eu un premier CDD de plusieurs mois où je faisais le petit chef de projet. C'est mon premier poste de chef de projet, j'étais hyper contente et là, ben, je me suis pas sentie très légitime à négocier mon salaire parce que c'était mon premier poste de chef de projet. Donc puis je me dis: «Bon, je pars sur un CDD», mais le salaire, je le trouvais quand même un peu bas, quoi, on va dire. Et j'ai quand même accepté ce salaire-là. Puis finalement, je fais mon CDD, je cartonne, forcément, hein, enfant non désiré, perfectionniste, j'ai bossé comme une dingue. Donc moi, mes managers étaient hyper contents de mon travail. Puis à un moment, ils me disent: «Bon, bah, on est très contents de ton travail, ils veulent négocier un deuxième CDD». Et là, comme pendant mon premier CDD, j'avais gagné en légitimité, en estime de moi, à me dire: «Yes, je suis capable et tout». Bah, là, à la fin de ce CDD-là, j'ai dit: «Écoutez, moi, je suis super contente du boulot qu'on fait ensemble et tout, ça se passe super bien, je sais pas». Et là, je me suis enfin sentie légitime à dire: «Mais quand même, le salaire, il me convient pas trop». Et aujourd'hui, et ce jour-là, j'avais le courage de lui dire et de dire: «Écoute, je suis vraiment désolée, mais» enfin, d'ailleurs, je n'ai pas même pas dit désolée, j'étais vraiment très calme parce que j'étais consciente de ma valeur aussi. Ça, c'est aussi un entre guillemets «un problème de l'enfant non désiré», c'est qu'il a beaucoup de mal à reconnaître sa valeur. Tout ce qu'il apporte aux autres, que ce soit dans le travail ou souvent on dit: «Oh mais il y a pas de quoi, oh c'était rien». Quand on nous remercie, on a tendance à minimiser, mais non, c'est énorme tout ce qu'on donne, quoi. Donc des fois d'arrêter de minimiser ça, c'est pas mal. Et donc là, j'étais très fière de moi parce que du coup, j'étais là à dire: «Écoute, vraiment, si vous pouvez pas faire un effort sur le salaire, moi, ça ne me motive pas à re-signer un CDD». Et j'étais là à annoncer très calmement et très sereinement.
j'étais vraiment verticale, j'étais très, très fière de moi après ça, que, bah, je ne signerais pas de second CDD s'ils ne pouvaient pas, augmenter le salaire et du coup, ils ont augmenté le salaire parce qu'ils étaient très, très contents de moi. Voilà, donc ça, c'est un exemple, par exemple, d'avoir du mal, du coup, à demander ou à négocier un salaire quand on prend un nouveau poste, et cetera, alors qu'on est tout à fait légitime à le faire. Donc je vais voir, les nouveaux numéros qui auront peut-être été indiqués dans le chat. Hem, alors du coup, il y a Milouchka qui dit: «6 et 7, c'était se croire responsable du bonheur des autres et de culpabiliser facilement». C'est ultra lié, ça, c'est normal. Hop, c'est, ultra logique en tout cas. On passe à la diapositive suivante. Oui, ce que je voulais dire aussi, j'aime bien cette carte-là qui est tirée d'un oracle qui dit: «Détachez-vous du drame», parce qu'effectivement, quand, on découvre la définition d'un enfant non désiré, parfois on peut se dire: «Ah mon Dieu, c'est trop horrible» ou je sais pas quoi. Moi, j'ai vraiment ce soir envie d'avoir ce discours-là, de dédramatiser là-dessus. Donc, tout ceci n'est pas de ta faute, hein. Tous les comportements que tu as développés ne sont pas de ta faute, mais tiennent vraiment lieu, des circonstances de ta conception et de ta naissance. Ce n'est pas non plus la faute de tes parents, ils ont fait de leur mieux. C'est juste, voilà, ce que je disais, donc les circonstances de ta conception et de ta naissance qui ont un impact sur ta vie et la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer tout cela en y mettant de la lumière, en toute bienveillance aussi. Le plus il y a de bienveillance et le mieux ça marche, je trouve et il te suffit juste, ben, de le décider quoi, de prendre conscience là, bah, ce soir aussi, un de mes objectifs, c'est de t'aider à prendre conscience de tout ça et une fois que tu prends conscience de ça, bah, est-ce que qu'est-ce que tu décides, quoi? Est-ce que tu décides de changer certaines choses et puis surtout d'agir en conséquence pour changer tout ça? Et du coup, d'agir, bah, ça va être de me poser des nouvelles actions et j'arrive enfin sur le «qui suis-je?». Donc finalement, j'ai beaucoup dit de choses à propos de moi là, jusque-là. Donc comme je disais, ben, autrefois, j'avais les symptômes que je viens de citer, qui étaient vraiment très, très forts en moi. Je les avais tous, je crois, ou quasiment tous, à peu de choses près. Je dominais énormément, je recevais très peu en retour. Des exemples très concrets, à une époque, je n'osais pas dire non à mon manager et je me sentais obligée d'accomplir toutes les tâches qu'on me confiait et l'anecdote qui me fait vraiment rire, c'était, que parfois, il y a quand même mon manager qui me disait: «Bon, c'est bon Nathalie, là, je lui ai filé tellement de boulot, c'est bon, je vais arrêter de charger la mule, là, là, on peut plus, quoi». Et il fallait vraiment que je sois au bout pour lui dire: «Écoute, là, c'est vraiment plus possible, là, ou alors je bosse entre 2 et 4 heures du mat, c'est comment?» Enfin, voilà et hem et donc une fois, elle a été voir un collègue qui était juste à côté de moi, elle était à 2 mètres de moi, puis il dit: «Ouais, ouais, Stéphane, bah, du coup, Nathalie, elle peut pas, bah, c'est toi qui vas le faire». Et là, il y a mon collègue qui dit: «Non», mais direct. Et moi, j'hallucinais. Je me disais: «Ouais, mais lui, il est cool, quoi, c'est bon, il pourrait peut-être le faire, tu vois? Je sais pas, se dépêcher un peu plus et réussir à faire ça ou quoi». Et puis du coup, il y a mon manager qui fait: «Bah si», et puis il fait: «Non, non, non, je le ferai pas», il fait: «J'ai pas le temps, quoi». Et lui, il se foutait vraiment pas la rate au courbouillon comme moi. Moi, je me speedais à fond, je bossais vite et tout, enfin, du coup, j'étais la personne qui bossait le plus vite et le mieux, de l'équipe, hein. Tellement, bah, pour moi, c'était tellement, mais inconcevable à cette époque-là de dire non à mon manager, hein. Il fallait vraiment que j'en puisse plus, j'avais du boulot jusque-là, quoi. Mon collègue, il avait du travail jusque-là, il était déjà à dire non. Moi, j'étais là, quoi. Donc et une fois, je le regardais et puis une fois, il me fait: «Mais il faut que tu dises non, Nathalie». Puis je le regardais, vraiment, mais je buggais total à dire: «Mais comment ça?» Mais je comprenais pas ce qu'il essayait de me dire, hein. C'était un concept, mais d'une autre planète pour moi et c'était inconcevable et quand j'y repense, ça me fait beaucoup rire. Mais j'avais tellement buggé. Aussi, par exemple, bah, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je me sentais toujours obligée d'aider mes amis et c'était dur pour moi de leur dire non, même quand j'étais, crevée. Parce que comme je viens de le dire, je bossais comme une dingue à une époque et à faire des heures sup et cetera et des fois, j'avais une amie qui me disait: «Ah, tu passes à la maison ce soir, ça va pas trop?» Et alors que j'étais crevée, je passais la voir et il y avait des fois, je lui disais: «Écoute, non, là, je suis vraiment trop crevée», mais quand je faisais ça, franchement, je culpabilisais, quoi. C'était vraiment très difficile pour moi. Et donc j'ai entamé un travail sur moi, j'ai commencé à entamer un travail sur moi en 2013. Mais ce qui a vraiment révolutionné ma vie, c'est je crois maintenant il y a 4 ans de ça, quand j'ai découvert que, en fait, tous les symptômes que je viens de citer, parce que je les avais bien identifiés, tous ces symptômes que j'avais, mais je comprenais pas tellement pourquoi ils étaient là. Alors je me dis: «Ah ouais, mais c'est une faible estime de soi ou c'est que je manque de confiance en moi parfois». Puis alors moi, pour le coup, j'avais une estime de moi et une confiance en moi qui était fluctuante. Il y avait des domaines de vie où j'avais une super confiance en moi et puis d'autres moins, où j'avais une forte estime de moi, et puis d'autres endroits.
pas du tout, ou c'était très bas. Et donc du coup, des fois, je me dis: «Ouais, mais là, j'ai vachement confiance en moi là, alors», et je comprenais pas pourquoi à d'autres endroits, c'était pas le cas. Et en fait, c'est pas incompatible. Donc si des fois tu te poses aussi cette question-là, sache que, ben, c'est pas incompatible en fonction des domaines de vie. Il y a peut-être des domaines de vie où tu vas être, au taquet, et puis d'autres beaucoup plus bas. Ou ça peut être parfois des moments de la vie aussi en fonction de ce qui se passe dans la vie, par exemple une rupture difficile, ben oui, l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi peuvent en prendre un coup, et puis après, ben, on remonte un peu, la pente quoi, mais enfin voilà, il peut y avoir plein de choses. Mais c'est pour ça que ça peut être fluctuant aussi. Mais voilà, mais en tout cas, vraiment, pour moi, là où vraiment je me suis dit: «Waouh», et où je me suis pris une claque, c'était vraiment une énorme prise de conscience pour moi quand j'ai découvert ça, et en plus, je l'ai découvert par hasard, que le fait d'être arrivée plus tôt que prévu et d'avoir été une fille plutôt qu'un garçon, pour mon père, c'était, la clé en fait de toutes ces difficultés que je rencontrais et qui me pourrissaient franchement la vie, à une certaine époque, hein. Hem Et aujourd'hui, ben, du coup d'avoir compris que c'était l'enfant non désiré, la racine de quand même de beaucoup de mes problèmes. C'est après aussi la vie, bien sûr, il y a des événements dans ma vie qui ont été appuyés sur certains points, mais vraiment pour moi la racine de mon problème, c'était ça. Et après ça, ben, mon travail sur moi a vraiment décollé, et aujourd'hui, ben, j'autorise à m'exprimer, à dire non, à poser mes limites, hem, à les dire aussi correctement, parce qu'il y a aussi une façon de dire les choses, et c'est pas aujourd'hui la façon dont on nous apprend à communiquer dans la société aujourd'hui qu'on nous apprend à le faire sereinement, je dirais. Parce que, on est quand même encore beaucoup dans les rapports de force. Comme je disais tout à l'heure, c'est: «Bah, j'ai raison, tu tort», ou «C'est de ta faute», ou je sais pas quoi, enfin, et de toute façon, ça n'aide personne de communiquer comme ça, ni soi-même ni l'autre, hein. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet, c'est ce qu'on appelle la communication bienveillante. Et du coup, j'ai développé beaucoup de compétences et une expertise aussi en communication bienveillante. Et ça aide aussi, c'est un super outil aussi pour s'autoriser à dire non et à poser des limites et s'autoriser à s'exprimer. C'est de se dire: «Ah ben, je j'ai les bons outils aussi pour le faire entre guillemets «correctement», et que ça puisse être bien entendu et bien reçu», ça aide aussi. Voilà, je sais recevoir et demander de l'aide ou de l'attention ou de l'argent ou que sais-je encore, 3 petits points, quand j'en ai besoin. Donc fini le stress, la fatigue, la déprime, aussi un sentiment de solitude. Parce qu'à une époque, ben, c'était très rare que j'ose, m'épancher, dire à des amis, «Écoute, là, ça va pas du tout, je suis épuisée, je travaille trop, je prends pas assez soin de moi, et cetera, et j'en peux plus». Moi, ça m'a quand même conduit à la déprime. Il y en a que ça conduit au burn-out, hein, carrément. Alors moi, j'ai quand même eu de la chance parce que j'ai réussi à lever le pied avant ça, à m'écouter avant ça. Mais voilà, mais j'avais énormément de mal à m'écouter, avant quand même, hein. Et maintenant, aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même et avec les autres, et ça forcément, je suis épanouie, ça fait le plus grand bien. Et aujourd'hui, je suis coach en amour de soi, comme vous le voyez en bas de l'écran. Je suis certifiée et j'aide les enfants non désirés à reconnaître leurs valeurs, à s'affirmer et à prendre leur place afin d'avoir des relations qui soient saines et épanouissantes. Forcément, bah, quand on comprend, la valeur qu'on apporte au monde, on se sent, bah, du coup légitime à prendre la place qui est la nôtre, à l'occuper pleinement. On l'occupe, aussi sereinement sans pour autant, entrer dans des rapports de force et d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais simplement d'être là, bien à sa place, et de s'affirmer et d'affirmer ses besoins, d'affirmer ce que j'ai besoin de dire, mes opinions, et cetera. Tranquillement quoi, et ça nous donne une de ces paix, que ce soit déjà avec soi-même ou avec les autres, parce que, et puis de toute façon après on est au clair aussi avec les autres, de savoir que des fois quand les autres peuvent dire, «Ouais, mais tu ceci, tu cela», on sait qu'ils nous parlent que de lui, et cetera. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui se pacifient en soi, et ça fait un bien fou. Voilà, et aujourd'hui moi j'accompagne, les enfants non désirés, ou dans ce processus-là. Alors, je vais aller regarder un petit peu s'il y a des nouveaux commentaires, mais sinon on va passer aux premières clés, c'est des exercices très concrets. Alors, il y a Chris ou Christine, je crois, je vais dire Christine, qui nous dit qu'elle est très perfectionniste et les numéros 1, 7 et 8 lui correspondent. Ouais. Par contre, je sais très bien que je ne suis pas un enfant non désiré. Ah oui, il y a aussi une chose par rapport à ça, par rapport à l'enfant non désiré. Peut-être que tes parents sont un ou tes 2 parents sont des enfants non désirés.
Parce que vous imaginez bien que quand on connaît la définition d'enfant non désiré, qui est un enfant qui arrive, qui n'est, inopinément ou du sexe opposé, à une époque, en pas si lointaine que ça où, bah, on n'avait pas de contraception, l'IVG n'était pas légal. Vous imaginez bien que des enfants non dési les enfants non désirés étaient légion. Hem, Moi, je vais même jusqu'à dire qu'on vit dans une société d'enfants non désirés parce que, Heu, là encore, c'est un fait, hein, il y a pas du tout de jugement de ma part ou de quoi que ce soit. Mais quand on est parent et que, ben, on a des croyances, limitantes, donc pas croyances religieuses, hein, mais croyances, des pensées limitantes qui nous limitent autant que, «Je ne suis pas légitime, ah, je ne mérite pas, il faut que je prouve». Quand, voilà, quand on sait pas tout ce que je viens de dire, Heu, forcément, quand nos parents n'ont pas fait la lumière sur ça, forcément ils nous le transmettent, quoi. Ils nous transmettent ces croyances-là. Toutes nos croyances, tout à l'heure j'évoquais le syst les croyances, quoi. Il y a on a en nous ce qu'on appelle un système de croyances. Donc c'est toutes les règles qu'on nous a transmis pendant notre enfance. Les «il faut», les, «tu dois», les, «pour être une bonne personne, il faut», pour être, une bonne mère, il faut, enfin ça peut être plein de choses comme ça. Pour être un mari accompli, tu dois, et cetera, plein de petits points. Voilà, donc Christine nous dit que sa maman est une enfant non désirée et placée, voilà. Donc voilà, donc il y a vraiment pas de blâme à faire sur les parents non plus, hein. Mais, et puis de toute façon la psychologie et le développement personnel, c'est quand même des choses, qui sont quand même assez récentes dans notre histoire, hein. Donc vous imaginez bien tous les mal-être qu'ont pu vivre nos parents, dans leur enfance, et cetera. Ils ont fait de leur mieux pour résoudre avec les outils très, très minces qu'on avait jusqu'à encore il y a pas longtemps. Heu, donc voilà, ils ont fait de leur mieux, mais bien sûr qu'ils nous ont, transmis énormément de choses et de toute façon, c'est notre société entière qui fonctionne comme ça et moi vraiment, ce que je dis, c'est qu'on vit dans une société d'enfants non désirés. On nous transmet tout ça de toute façon. On va nous transmettre le perfectionnisme parce que quand on commet des erreurs, on est et surtout par exemple au travail, on peut avoir un management qui va nous le reprocher très sévèrement, quoi. Voilà, on ne vit pas au pays des bisounours, hein, je le sais bien. Là, ce soir, moi, je suis énormément dans la bienveillance parce que je pense qu'il y a que là-dedans qu'on va le mieux avancer sur soi et avancer sur soi et se donner déjà à nous-mêmes la bienveillance qu'on ne peut pas avoir peut-être, dans le monde du travail ou, avec certaines personnes de notre entourage. C'est pas toujours évident, quoi. Chacun fait de son mieux. Mais voilà, donc bien sûr que aussi on peut développer ces comportements-là, je pense parce qu'ils peuvent nous être transmis. Soit par les parents, peut-être aussi par les grands-parents, par les oncles et tantes, par notre société tout entière qui fonctionne là-dessus de toute façon. C'est mon opinion. Tu as le droit d'avoir une autre opinion, mais c'est la mienne. Mais moi je trouve ça très logique en tout cas. Quand on sait que de toute façon la contraception, c'est quand même assez récent, puis même avec la contraception, on peut encore parfois tomber enceinte parce que c'est pas sûr à 100. Enfin, ben, voilà, voilà, donc Christine qui nous disait ça, oui, donc Christine, c'est du coup sa maman qui lui a transmis ça. Donc il y a Milouchka qui disait pareillement: «Faut que je parle à mes parents». Ah oui, alors, si vous allez parler à vos parents, vous y allez pas en mode interrogatoire de police, vous y allez à la cool, avec, peut-être, curiosité, bienveillance. Alors, juste p les questions du coup que vous pouvez poser, c'est du coup, d'aller voir un ou l'autre des parents, vous voyez avec lequel vous vous entendez le mieux, avec qui vous sentez que vous pouvez le mieux aborder ce sujet-là et puis de dire, voilà, en toute bienveillance et en curiosité: «Ah tiens, en fait, maman, papa, je me demandais, bah, elle était comment votre vie au moment où vous avez appris que j'arrivais sur terre? Comment ça allait pour vous? C'était quoi les circonstances?» Mais vraiment des circonstances, des faits très basiques, hein, comme, est-ce qu'il y avait par exemple, je citais tout à l'heure l'exemple de ma copine qui est tombée enceinte alors qu'elle était en train de changer de poste. Elle avait perdu son travail, elle s'y attendait pas et puis finalement elle tombe enceinte et puis, bah, elle du coup, elle savait que ça pouvait avoir un impact, donc elle l'avait dit à son enfant, elle lui dit: «En fait, tu sais, j'avais essayé avant, j'avais fait une pause, je pensais essayer plus tard et puis tu es arrivé, quoi» et pour moi, ça a été un stress, mais voilà, je t'aime de tout mon cœur, il y a pas de problème. Mais voilà, de parler d'aller aborder ce sujet-là avec les parents, mais tranquillou, quoi, parce que comme dit, bah, après ça dépend s'ils ont conscience ou pas de ça, du côté non-désir qu'ils ont pu avoir. Mais s'ils ont conscience de ça, ils peuvent vraiment ressentir de la honte et de la culpabilité, hem et c'est pas forcément évident pour eux de parler de ça,
on va dire, bah, déjà, c'est pas évident comment dire? D'accepter ça soi-même, alors d'aller réussir à en parler à la personne concernée, c'est pas forcément évident. Donc voilà, vraiment, d'amener ça avec beaucoup de bienveillance auprès des parents et juste en mode: «Je m'informe, ça m'intéresse de savoir et comment tu l'as vécu? Comment tu l'as pris? Est-ce que tu te souviens de ce que tu as ressenti?» Aussi, s'ils ont eu des ressentis, désagréables comme, de la peur, de la tristesse ou de la colère ou que sais-je, que ce soit de la colère contre eux, hein, ou parfois ça peut être contre le bébé, hein. Ils peuvent, comment dire? Culpabiliser d'avoir ressenti ça et du coup d'avoir beaucoup de mal de difficulté à en parler, donc vraiment beaucoup de bienveillance pour aller en parler aux parents, hein. Céline dit: «Mon grand symptôme, je n'arrive pas à aimer et me laisser aimer». Bah, ouais, bah, ça je vais en parler, c'est la on va y venir avec les 2 premières clés. La troisième clé, je vais parler que de ça, d'apprendre à s'aimer. Puis il y a beaucoup d'amalgame aussi sur l'amour de soi et le fait de s'aimer. Ça, j'en parle un peu plus tard, mais c'est la racine du problème de l'enfant non désiré, ou de peut-être, des symptômes d'enfant non désiré qu'on peut nous transmettre. Mais de toute façon, on est dans une société où l'amour de soi est très mal vu. Je vais y revenir juste après. Donc il y a Milouchka qui tague une amie et attends, alors il y a quelqu'un d'autre qui dit: «Ma maman est une en» ah oui, donc Christine qui me confirmait que sa maman avait été placée à la DAS. Donc effectivement, c'est très difficile, surtout si jamais elle a été jamais qu'en foyer, ça peut être encore plus difficile. Les familles d'accueil, je sais que c'est pas toujours tout rose. Après, si elle a eu du bol, elle a peut-être pu avoir une bonne famille d'accueil. Je sais que c'est très compliqué, hein, dans ces cas-là. Alors il y a Letty qui dit: «On m'a souvent répété que j'étais un accident. Dur d'entendre ça lorsque l'on est enfant. Ma mère était placée à la DAS également». Oui, c'est très dur d'entendre ça. Après des fois ça peut être dit en plus méchamment, donc là c'est encore plus dur. Hem, voilà, donc Christine aussi dit que sa mère a été maltraitée. Ah oui, à la DAS. Ouais, ouais, c'est des enfin voilà, après vraiment, ouais, c'est chacun fait de son mieux, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident l'histoire des uns et des autres, donc c'est pas forcément étonnant, Christine, que tu te retrouves avec tout ça, sachant le vécu que ta mère a eu. Voilà, mais en tout cas, c'est chouette que toi tu en prennes conscience et que tu puisses travailler là-dessus ou peut-être aussi lui en parler à ta mère si elle est ouverte aux dev perso. Il y a mon site, hein, qui s'appelle jeconstruismonbonheur.com. N'hésitez pas à aller, vous inscrire à ma newsletter, surtout là je suis en train d'écrire un e-book, donc un fichier PDF qui va faire, je sais pas, peut-être, 10-15 pages, mais très aéré, hein. C'est pas un truc qui te prend, 3 heures à lire, qui va résumer cette conférence que je suis en train de faire là aujourd'hui avec vous. Donc allez vous inscrire, peut-être que d'abord vous aurez un premier e-book qui parle d'autre chose, qui parle de comment s'épanouir dans ses relations, mais là d'ici quelques jours, si vous inscrivez, vous allez tous recevoir l'e-book, donc le fichier PDF. De toute façon, je vais le renvoyer à toute ma liste, le nouveau PDF qui va résumer tout ce qui est écrit là. Donc après, pourquoi pas en parler à vos parents, leur dire: «Bah, tiens, j'ai vu ça, je me suis dit que ça pourrait être utile» et puis après les gens font ce qu'ils veulent, quoi. Mais voilà. Donc la première clé que j'ai envie de vous partager ce soir, c'est un exercice de Peter Koenig. Heu, donc l'exercice de Peter Koenig, en fait, c'est, d'aller comprendre. Alors après, en fonction de ce qu'on a pu nous dire ou si on nous a rien dit, ça va être d'aller en discuter, vraiment en mode cool et bienveillant avec les parents si c'est possible, si on sent qu'ils sont peut-être ouverts à cette conversation-là et puis de leur demander, ben, comment ils ont vécu notre annonce de notre arrivée ou, quand ils ont su de quel sexe on était et cetera. Comment c'était pour eux? D'un point de vue très matériel, quelles étaient les circonstances pour eux? Comment ils l'ont vécu en termes de sentiments? Comment ils se sont sentis? Et cetera, et cetera. Et donc voilà, l'idée, c'est d'aller repérer un mot ou peut-être plusieurs mots, peut-être un mot pour chacun de nos parents, je ne sais pas trop, peut-être que ça va être le même mot pour, nos 2 parents. Donc d'aller repérer comment a été vécue notre arrivée sur terre par l'un ou nos 2 parents. Donc par exemple, pour mon père, ça a été une déception. Lui, en plus, bon, mes parents n'avaient pas voulu faire d'échographie. Mon père l'a appris à ma naissance, alors et ça n'a jamais été un secret pour moi et tant mieux que ma mère en ait parlé parce qu'elle savait que les secrets, c'était jamais bon et même si le secret était pas agréable à entendre, au moins elle me l'avait dit, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, mais que mon père avait fait littéralement la gueule pendant 2 semaines à ma naissance, donc à pas vouloir me regarder ni me prendre dans les bras. Puis au bout de 2 semaines, ma mère a mis le holà en disant: «Bon écoute, maintenant tu t'arrêtes, hein, ça suffit, elle est là, tu vas t'en occuper». Et puis voilà, là mon père, après, j'ai commencé à faire la connaissance de mon père. Mais donc clairement pour mon père, j'ai été une déception. C'est un peu aussi ce que j'ai évoqué, au début de la conférence. Peut-être que,
Si les parents n'étaient pas mariés, qu'on était à une époque où ça se faisait pas d'avoir un enfant hors mariage, peut-être qu'on était là pour les parents, c'était un problème à résoudre. Il fallait se dépêcher de se marier. S'il y a peut-être des soucis financiers ou autres, on se dit: «Ah, c'est une charge financière, est-ce qu'on va réussir à subvenir aux besoins de l'enfant?» et cetera. Ça peut être vraiment plein de choses comme ça ou un souci, un stress, une inquiétude, 3 petits points. Si on t'a jamais parlé des circonstances de ta naissance et que tu ne peux pas en parler aujourd'hui avec tes parents, inconsciemment, tu le sais et observe ton langage parce qu'il y a un mot qui va revenir souvent. Moi, par exemple, j'ai un ami qui dit souvent: «T'inquiète pas». Il me le dit souvent à moi, tu vois? Mais sur des choses, où mais franchement, il y a pas lieu de sortir cette expression-là et souvent je dis: «Mais je m'inquiète pas, pourquoi tu dis ça?» Puis il dit: «Non, mais c'est une expression». Alors c'est vrai qu'on peut se dire, c'est une expression de dire: «Pas de problème, t'inquiète». C'est vrai qu'on entend souvent ça dans notre société. Mais toi, tu vas peut-être l'utiliser vraiment très, très souvent et entre guillemets «un peu à tort et à travers». Donc là, si par exemple tu vas pouvoir, si vraiment tu dis souvent: «Pas de problème», si c'est vraiment chez toi un fort, tic de langage, bah, peut-être qu'à quelque part, tes parents ont vécu ton arrivée comme un problème à résoudre, pour tout X ou Y raison, ou qui se justifie tout à fait, vraiment dans les faits, généralement, ils vont pouvoir te le raconter. Voilà. Donc une fois que tu as repéré ce mot-là, donc je crois que sur la suite des exemples, je donne le mot déception parce que c'est mon exemple. Tu vas te connecter mentalement à l'un ou tes 2 parents en utilisant soit une photo, soit un objet les symbolisant. Et donc tu te connectes à eux voilà, un peu ou dans le cœur, un peu, tu te connectes à eux par la pensée et le cœur et tu vas prononcer cette phrase-là comme s'ils étaient en face de toi, papa, maman ou l'un ou l'autre. Alors moi, je donne l'exemple avec le mot déception parce que c'est d'ailleurs, je devrais dire que papa, mais bon, heu, papa, maman, je suis une déception pour vous ou pour toi et c'est pleinement OK. Et donc voilà, te connecter donc un ou tes 2 parents et de prononcer cette phrase-là. Et tu répètes cette phrase-là plusieurs fois de suite et tu observes ce qui se passe dans ton corps. Donc, tu peux ressentir soit des tensions, soit ça serre au niveau du cœur ou soit ça serre la gorge. Si jamais tu ressens un besoin de pleurer et ben, tu pleures. Voilà, laisse venir et laisse faire ce qui se passe dans le corps et tu répètes plusieurs fois cette phrase-là en observant ce qui se passe dans ton corps, en restant connecté soit à la photo ou soit à l'objet et tu répètes cette phrase-là plusieurs fois. Parfois, ça peut bouger dans le corps. Observe comment ça bouge, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça picote? Et cetera. Et puis tu laisses faire surtout. Tu retiens pas, tu laisses faire, quoi qu'il se passe. Hem, Ensuite, tu te connectes à ton cœur à toi et du coup, tu te connectes à toi. Tu te déconnectes de tes parents pour quelques instants et tu te reconnectes uniquement à toi et à ton cœur et tu dis: «Je suis» alors ton mot clé, donc pour moi, c'est: «Je suis une déception et c'est pleinement OK». Et là, l'exercice, c'est d'accepter soit d'être dans cet exemple-là, une déception, mais ça peut être aussi un problème, un souci, une inquiétude, que ce soit pour soi-même ou pour les autres. Donc cet exercice-là, moi, je vous le donne parce qu'il a super bien marché pour moi. Donc moi, sur le thème de la déception, alors c'est sûr que vivre une déception, c'est jamais agréable, mais alors pour moi, vivre une déception alors le pire pour moi, c'était de décevoir les autres, qu'on me déçoive en deuxième et me décevoir moi-même en troisième, dans l'ordre, hein, c'était ça. Mais pour moi, c'était dramatique, quoi. C'était le monde qui s'écroulait. Oh mon Dieu! J'ai osé décevoir et c'est pour ça que j'étais perfectionniste, par exemple, que je faisais ultra plaisir, que j'étais vraiment toujours en mode sauveur et puis qui va toujours bien et tout. C'était pour surtout ne jamais décevoir personne. J'avais tellement déçu mon père à ma naissance, je ne voulais pas revivre ça, hein. Et derrière ça, c'est aussi la blessure de rejet. Je ne sais pas si vous connaissez les 5 blessures de Lise Bourbeau? Derrière ça, la blessure, la plus présente, c'est la blessure de rejet. Après, il y a un mix avec plein d'autres choses. Moi, je pense que du coup, la blessure d'enfant non désiré, c'est vraiment un mix très particulier de ces 5 blessures à la fois. Mais, mais voilà, mais la première blessure de l'enfant non désiré, pour se référencer au travail de Lise Bourbeau, c'est la blessure de rejet. Hem, donc voilà, là, si vous voulez faire une petite capture d'écran pour, garder mémoire de l'exercice pour le refaire, plus tard, si vous avez pas eu le temps de l'écrire dans un carnet suffisamment vite. Moi, je vais prendre une petite gorgée de thé pendant ce temps et je vais donner la suite de l'exercice.
regarde le timing. Bon, ça va, on est largement dans les temps. Donc après, on se reconnecte à nouveau aux parents ou à l'un des 2 parents grâce à la photo ou à l'objet et là, on va dire: «Papa, maman, je suis un cadeau de la vie avec et sans être désiré». Donc heu, donc là, c'est pour reprogrammer parce que l'enfant non désiré, inconsciemment, bah, on pense: «Je ne mérite pas la vie» et cetera. Donc là, ça va être pour reprogrammer: «Bah si, je suis un cadeau de la vie avec et sans être désiré». Et ensuite, on dit: «Papa, maman, je suis un être d'amour avec et sans être désiré». Je sais j'ai oublié si c'était Christine ou quelqu'un d'autre tout à l'heure dans le chat qui disait: «J'ai énormément de mal à aimer, à me laisser aimer». Là, voilà, on va vraiment travailler là-dessus, hein. Je suis un être d'amour, donc de réussir à reconnaître ça et de le reprogrammer, bah, dans nos cellules, hein. Parce que quand on passe 20, 30, 40, 50 ans, peut-être même plus, à croire inconsciemment qu'on ne mérite pas, que ceci, que cela, qu'on doit prouver, ouais, il y a du boulot pour aller reprogrammer. Donc toutes ces phrases-là vont vraiment nous aider à reprogrammer, jusqu'au niveau cellulaire. Ça va vraiment à un niveau énergétique et après par contre, je crois que je l'ai dit après, ça c'est un travail quand même qu'il va falloir ces phrases-là, il va falloir vraiment les répéter, tous les jours, plusieurs fois par jour et vraiment pendant plusieurs semaines. Pour que ça intègre et au bout de 2-3 semaines, on va commencer déjà à voir que nos comportements vont commencer à changer, que tous les comportements que j'ai cités au début vont vraiment commencer à s'alléger. Donc voilà, donc là, c'est ce que je viens de dire, répéter ces phrases plusieurs fois d'affilée, pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines, aussi longtemps qu'il le faut, jusqu'à être à l'aise avec ces phrases et que cela devienne joyeux de les prononcer. Donc à l'aise avec ces phrases, c'est que, bah, déjà, j'ai plus peut-être des choses qui se serrent, des tensions qui se créent quand je prononce ces phrases-là et même ça me gonfle au contraire la poitrine de bonheur et de fierté, de joie ou autre, en les prononçant parce que maintenant je sais que j'y crois à 100 à ces phrases-là. Donc voilà, les répéter très, très souvent et donc c'est ce que je disais, à force de reprogrammer ces phrases, nous allons reprogrammer notre inconscient et nous autoriser à être une déception, un souci, un problème, 3 petits points et nous allons peu à peu reprogrammer la blessure d'enfant non désiré et on va s'en libérer et concrètement, ça va être tous les comportements que j'ai cités qui vont s'alléger petit à petit. Avant de partager la deuxième clé, je vais regarder s'il y a eu des commentaires ou des questions. Donc il y a Milouchka qui met un petit pouce. Voilà, il y a pas d'autres questions. Alors je passe directement à la deuxième clé. Hem, clac. Ah c'est vrai que il y a un décalage entre ce que je dis là, je le vois dans le live. Donc bon, bah, de toute façon, vous avez compris que vous posez vos questions au fur et à mesure où vous faites vos commentaires et régulièrement, je vais les relire. Le deuxième exercice, ressemble au premier, mais là, on va être face au miroir avec soi-même et là, on est typiquement sur un exercice d'amour de ce qu'on appelle amour de soi. Le premier aussi d'ailleurs, on travaille énormément sur l'amour de soi, l'estime de soi. Hem, ouais, si je vais continuer là sur cette clé-là, il est quelle heure? Non, je reparlerai d'amour de soi juste après. De la différence amour de soi, estime de soi et confiance en soi. C'est 3 concepts très proches et très liés ensemble et j'en parlerai, sur la troisième clé. Donc la deuxième clé, c'est face au miroir, tous les jours pendant au moins 21 jours, tu dis les phrases suivantes avec 7 fins différentes, en te regardant dans le miroir. Alors, la première phrase, tu dis donc ton prénom. Donc dans mon cas, ce serait Nathalie: «Je suis fière de toi parce que». Je sais pas, parce que tu es très courageuse, parce que, alors, oui, justement, on triche pas. J'allais tricher et on n'ajoute pas «parce que» et après on recommence. «Nathalie, je suis fière de toi parce que je trouve que tu fais des super conférences. Nathalie, je suis fière de toi» ou «très fière de toi» d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire. «Je suis très fière de toi parce que» et donc on fait 7 fois, avec à chaque fois une fin différente. Donc sur une journée, à chaque fois, tu te trouves 7 fins différentes. Le lendemain, tu peux essayer d'en trouver des nouvelles et si des fois tu as un peu de redondance sur la veille, c'est pas grave. Mais au moins sur une journée, tu vas pas dire cette fois, «Je suis fière de toi, parce que tu es courageuse».
Ça, je veux pas le dire 7 fois de suite, par exemple, ni même 2 fois de suite. J'essaye vraiment à chaque fois de trouver 7 fins différentes. Voilà. Hem, le deuxième, c'est, donc ton prénom, je te pardonne de, Nathalie, je te pardonne de parfois, te mésestimer encore. Nathalie, je te pardonne de, je sais pas, de t'être, critiquée sévèrement tout à l'heure ou hier ou je sais pas. Enfin voilà, vous voyez ce qui vous vient. Et la troisième phrase, donc toujours le prénom, je m'engage à, donc Nathalie, je m'engage à, te traiter avec encore plus de bienveillance. Nathalie, je m'engage à, je sais pas trop, à te foutre la paix un peu plus souvent. Nathalie, je m'engage à moins te torturer mentalement. Ça m'arrive encore parfois, bien évidemment, hein. Ça prend du temps quand même, hein, de reprogrammer tout ça. Après, bien sûr, on avance sur le chemin et c'est de plus en plus léger et cetera, mais ça m'arrive encore parfois de douter de moi, de douter de ma valeur et cetera. Donc je le vois. C'est en fait aussi ce qui est bien quand on repart entre guillemets dans les vieux travers, c'est de pratiquer, tiens d'ailleurs ça c'est une clé que j'ai pas écrit ce soir, mais que je vous donne comme ça à l'oral, c'est de vraiment, pratiquer l'observation de soi et quand on voit qu'on est en train de repartir dans un de ces vieux schémas, tout pourris qui nous pourrit la vie surtout, qui nous torture, heu, c'est simplement de le voir et de pas se alors pas de surajouter de la torture sur la torture, à se flageller et dire: «Oh mon Dieu, je viens encore de douter de moi, de me critiquer ou de je sais pas quoi, ou de me juger négativement», non, ça va être de dire: «Ah, bah tiens, il y a encore ça à travailler», d'en prendre note, de voir ce qu'on peut faire concrètement pour changer ça, de répéter ces phrases peut-être, les phrases peut-être de l'exercice précédent ou celui-là. Hem Donc là aussi, petit conseil, par rapport aux phrases, je sais pas, ben, ou tu vois comment tu veux faire, ou tu te dis: «Bah, tiens, il y a un exercice qui me parle plus que l'autre, je vais commencer par cet exercice-là» pour, donc c'était Christine, je crois, qui disait qu'elle n'était pas une enfant non désirée, donc tu es peut-être moins concernée du ou plus du tout concernée par, le le pre par le 1er exercice, mais alors à ce moment-là, le deuxième exercice, lui, il est pertinent pour tout le monde, hein. Donc à ce moment-là, bah, tu te répètes ces phrases-là. L'exercice de Peter Koenig, ceci étant, tu peux l'adapter, pour ceux qui ne sont pas des enfants non désirés, juste à, travailler sur soi, de se faire des phrases comme: «Je suis un cadeau de la vie», ou, enfin de se trouver des phrases comme ça, de se dire: «Et c'est OK, et c'est pleinement OK», ou «Et c'est bon», et de finir les phrases comme ça. «Je suis», ou parfois aussi ça on peut travailler avec l'exercice de Peter Koenig. Donc là, moi, le mot, c'était la déception, mais il y a peut-être un mot qui toi te gêne. Je sais pas, si par exemple parfois tu commets des erreurs, hem, ça va être par exemple de se dire: «Je suis une erreur» ou «Je commets des erreurs et c'est pleinement OK». Ce genre de choses là aussi ça peut, vraiment être utile ou d'utiliser d'autres affirmations positives comme, «J'ai le droit de commettre des erreurs et c'est et ce n'est pas et c'est OK parce que je les corrige», je sais pas quoi, enfin bref. Et donc ça fonctionne vraiment bien toute ce là on rejoint un peu le principe de ce qu'on appelle les affirmations positives. Et vraiment les affirmations positives ou ce type d'affirmation, de phrase à se dire, hem, c'est vraiment déjà la répétition. Je l'ai dit ici? Ah non, je l'ai pas dit là, mais vraiment ça va être constance et persévérance. C'est vraiment être ça les, les clés après pour reprogrammer. Parce que quand on passe des dizaines d'années à se dire, tout un tas de choses qui sont fausses, on les reprogramme pas en 2 jours, hein. Ça, faut pas se mentir là-dessus. OK, je regardais s'il y avait des nouveaux commentaires ou des nouvelles questions. Non. Alors, je passe à la troisième clé qui revient, c'est du coup, heu, alors je hop, ah voilà, c'était Céline qui disait qu'elle, elle a beaucoup de mal à s'aimer et à se laisser aimer. Donc là, Céline, on est vraiment là pour toi et puis aussi pour tous les autres de toute façon. Parce que franchement, pour moi, apprendre à s'aimer, c'est le grand problème de notre société, hein. Donc alors apprendre à s'aimer, déjà les exercices précédents vont énormément t'aider à apprendre à t'aimer. Donc moi j'aime beaucoup cette phrase que j'ai inventée moi-même. Je dis: «L'amour est comme un tabouret, il tient sur 3 pieds» et ça me fait rire.
et je me fais rire toute seule. Donc quels sont ces 3 pieds? Donc il y a les 2 premiers pieds de ce tabouret qu'on connaît parfaitement, qui est aimer les autres et être aimé des autres. Et notre société, pour moi, là où elle dysfonctionne, à fond, c'est qu'elle se repose uniquement sur ces 2 pieds ou presque. Le troisième pied, c'est éventuellement une petite béquille, mais en aucun cas, c'est, le troisième pilier du tabouret, hein. Dans notre société, franchement, non. Donc dans notre société, qu'est-ce qu'on nous apprend? Qu'il faut aimer les autres et être aimé des autres en retour. Et encore, si on est gentil, on aura le droit de l'amour des autres. Mais de surtout tout faire pour être aimé des autres. Franchement, je force à peine le trait. Heu et du coup, bah, on a un tabouret qui est sur 2 pieds et un tabouret sur 2 pieds ne tient pas debout. Il se renverse. Et donc c'est ça pour moi le grand mal de notre société en général, c'est celui-là. C'est que les gens qui s'aiment, on est là à dire: «Ah tu as vu comme il se la pète? Ah non mais il est narcissique, il est égoïste, oh là là, qu'est-ce qu'il est orgueilleux». Ça va vraiment être ce genre de choses qu'on va dire à propos des gens, qui ont un minimum d'amour d'elles-mêmes. Alors que ces 3 piliers sont essentiels. Parce que c'est pour ça que j'ai mis un petit peu le signe de recyclage, c'est qu'ils se nourrissent les uns les autres. Plus je m'aime moi, plus je m'accepte, inconditionnellement le plus possible, plus je suis vraiment, voilà, dans cet amour inconditionnel de moi-même et plus je vais pouvoir aimer les autres tels qu'ils sont avec le moins de conditions possibles. Franchement, au départ, ça vient de nous, mais quand on est dans une société qui est là à critiquer les autres, à dire: «Ah gna gna gni, ah gna 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 et tu pas le droit à l'erreur et tu dois être parfait et tu dois être comme ceci et tu dois être comme cela», forcément, ça n'encourage pas l'amour de soi. Parce que qu'est-ce qu'on comprend? C'est que pour être aimé, il y a des conditions. Un exemple, à ma naissance, pour être aimé, je devais être un garçon pour mon père. Donc j'étais un garçon manqué. Tout ça, d'ailleurs, c'était dit, c'était clairement dit parce que c'était pas un secret. En plus, quand j'étais gamine, je me rappelle très bien qu'il y avait des vannes à la con, comme j'étais garçon manqué d'amis de mes parents qui disaient ça pour rire, à dire: «Ah bah, il te manque plus que le petit bout et puis tu seras un vrai garçon, hein». Ben ouais, enfin voilà, c'était le début des années 80, hein, voilà, chacun faisait de son mieux. Mais voilà, c'était le genre de choses que j'entendais, quoi. Et clairement, pour être aimée, ben, je devais être un garçon ou agir un peu comme si j'étais un garçon. Mais voilà, et ça, on le comprend tout à fait, même si parfois quand ça l'est pas dit, on le comprend. Et donc voilà, et vraiment on est là-dedans, de chercher l'amour chez les autres et cetera. Et vraiment la clé essentielle de ce soir là, donc les 2 premiers exercices que je t'ai donnés vraiment tendent vers ça, c'est vraiment pour apprendre à s'aimer, quoi. Et le plus on aura d'amour de soi inconditionnel et le plus on pourra aimer les autres et être aimé des autres, comment dire? Avec le moins d'attentes possible ou en tout cas moins d'attentes cachées possibles. Parce qu'aussi inconsciemment, si on donne autant, c'est pour être aimé en retour et pour prouver qu'on mérite cet amour-là et se le prouver à soi-même, en fait, hein. Mais voilà, donc ces 3 pieds-là sont vraiment, essentiels et surtout ce troisième pied d'amour de soi. Et moi, c'est pour ça que je parle autant d'amour de soi, parce que bien sûr que aimer les autres et être aimé des autres, c'est bon, les pieds là, ils sont au taquet, quoi, même limite un peu trop, j'ai envie de dire. Enfin, surtout, il y a une trop grande différence entre ces 3 pieds de tabouret. Et l'idée vraiment, c'est pas de ne plus vouloir être aimé des autres, hein, je ne dis pas ça, ou, de ne plus aimer les autres. C'est juste d'équilibrer et d'essayer de faire pousser ce troisième pied pour qu'ils soient à la même hauteur que les autres et que, nos relations puissent être les plus saines possibles. Et pour moi, il y a pas d'autre secret, c'est le plus on s'aime et le plus les relations seront saines avec les autres. Donc et l'amour de soi n'est ni de l'égoïsme, ni du narcissisme, ni de l'orgueil. L'amour de soi, c'est simplement, bah, reconnaître qu'on est digne d'amour, que, même si parfois, je sais pas, on peut, décevoir je reviens sur la déception, mais ça peut être d'autres mots pour reprendre le premier exercice, mais que c'est OK de décevoir, que parfois aussi les autres nous déçoivent et que finalement c'est pas le bout du monde non plus, c'est pas la fin du monde. Hem, voilà, que s'aimer, ce n'est pas de l'égoïsme. D'ailleurs, j'aime beaucoup la définition de Lise Bourbeau qui dit que l'égoïsme, c'est vouloir que l'autre prenne soin de mes besoins avant ses propres besoins à lui. C'est ça l'égoïsme. Je veux dire, penser à moi, ce n'est pas être égoïste. Ce qui peut être éventuellement de l'égoïsme, c'est d'arrêter de
complètement penser aux autres. C'est d'envoyer chier les autres quoi qu'il arrive, genre je m'en fous de toi, mais penser à soi, ce n'est pas se foutre des autres, hein, au contraire. Et de toute façon, j'ai envie de dire, mais penser à soi, c'est le prérequis. J'aime beaucoup cette image pour, bon, je ne sais pas si vous avez déjà pris l'avion, mais il y a une des consignes de sécurité qui est, en cas de dépressurisation, des masques vont tomber et on nous dit de placer le masque, si on est accompagné d'enfants, on nous dit de placer le masque d'abord sur notre nez à nous et ensuite de le placer sur le nez des enfants. Et pourquoi ça? Parce que si je place le masque sur le nez, admettons que je suis accompagnée de 2 enfants, et que la cabine dépressurise, je vais peut-être réussir à placer le masque sur le nez de mon premier enfant, mais moi, je vais manquer d'oxygène, je vais tomber dans les pommes et je ne saurais pas mettre le masque sur le nez de mon deuxième enfant s'il n'est pas capable de le faire par lui-même. Donc en un, je le mets sur moi et après, je le mets sur le nez des autres. Et vraiment, l'amour de soi et penser à soi avant et s'occuper de soi et de ses besoins avant ça, c'est un peu comme mettre le masque. D'abord, je le mets sur mon nez, moi, je vais le mieux possible et ensuite je peux aussi, contribuer aux besoins des autres et au bien-être des autres. Mais si je m'occupe jamais de moi, parce que je laisse passer tout le monde avant moi, que je donne, donne, donne et reçois très peu en retour, il y a un moment, comment je vais réussir à être en forme? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes, ça les mène au burn-out, hein. Ou même quand je suis simplement déprimée ou fatiguée ou épuisée, ou peut-être que je vais tomber malade, physiquement malade et puis je vais être au lit pendant 3 jours, 6 jours, je ne sais pas trop. Comment je vais pouvoir, voilà, et prendre soin de mes proches si moi je suis épuisée? C'est pas possible. Donc voilà, c'est pas du tout de l'égoïsme que de prendre soin de soi, au contraire. C'est pas du narcissisme non plus, quoi. Je veux dire, s'aimer depuis quand c'est, enfin voilà, on n'est pas obligé de virer dans l'extrême non plus. Et l'orgueil, il ne faut pas non plus confondre fierté et orgueil. L'orgueil, c'est une fierté mal placée et c'est important et c'est un sentiment positif, d'être fier de soi, de nos qualités, de nos talents, de nos succès. Ça, c'est un exercice aussi que tu peux t'amuser à faire, si tu as du mal à ressentir de la fierté pour toi-même, c'est de lister, tes grands succès dans la vie. Qu'est-ce que tu as réussi dans ta vie? Heu et puis ça peut être des fois des petites choses qui peuvent sembler banales, de: «Ah tiens, l'autre jour, j'ai fait rire tous mes amis, j'ai fait rire toute la tablée et j'étais fière de ça». Et ben ouais, mais tu as ce talent-là de faire rire les autres et c'est super important, quoi. Ou voilà, après il y a, des grands succès célèbres, ça a été, mes enfants, c'est un de mes meilleurs succès, ou j'ai réussi ceci, j'ai réussi cela. Mais ça peut être aussi un super exercice, pour travailler, tout ce qui est déjà estime de soi et aussi amour de soi. Voilà, donc je voulais, rappeler ça. Et par rapport à apprendre à s'aimer, moi je te donne cette question-là que je t'invite à te poser peut-être tous les jours, peut-être même plusieurs fois par jour. Qu'est-ce que je peux faire? Alors là, on est sur du concret. Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour m'aimer un peu plus aujourd'hui? Et là, tu vois les réponses qui te viennent. Donc, ça peut être des choses, très simples comme, tiens, d'habitude, je prends toujours des douches à la va-vite. Et ben, aujourd'hui, je vais prendre le temps de me prendre un bain et de me relaxer, de me délasser, 20 minutes dans un bain, de me prendre un bon bain chaud et de prendre du temps pour moi. Je vais juste me prendre 20 minutes, et ces 20 minutes-là, je vais les prendre pour moi. Ça va être je sais pas, tiens, aujourd'hui, je vais me faire, 20 minutes d'exercice physique. Enfin, tu vois ce qui te vient. De dire: «Ah tiens, je prends pas assez le temps de manger correctement, je mange un peu trop sur le pouce et n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais prendre le temps de me cuisiner un plat, qui soit, je sais pas, équilibré, qui me fasse du bien, qui me fasse plaisir, qui me nourrisse bien». Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses qui te viennent comme ça. Mais en tout cas, je t'invite à des petites choses, hein, des fois où ça va être juste de me poser 5 minutes, ou de me lire un bouquin pendant 20 minutes ou de lire au moins 5 pages de mon roman parce que je ne prends jamais le temps ce temps-là pour moi alors que ça me ferait tellement plaisir. Voilà, ça peut être vraiment plein, plein de choses comme ça. Des petites choses, des plus grosses choses, c'est toi qui vois, en fonction de ce dont tu as besoin aujourd'hui. Est-ce que tu as peut-être besoin de te faire une sieste d'1 heure parce que tu es claqué? Voilà, je prends le temps de regarder une conférence, en live Facebook ce soir, voilà, et c'est tout ça. Et en faisant voilà, donc je t'invite vraiment à te poser, tous les jours cette question-là: «Qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer un peu plus aujourd'hui?» Et vraiment la clé, Céline, quand tu dis que tu as du mal aussi à être aimée des autres, la clé, elle va vraiment d'apprendre peu à peu à t'aimer un petit peu plus, et cette question-là, elle va beaucoup t'aider, quoi. Et aussi l'exercice que j'ai dit juste avant de reconnaître, tes succès, tes talents, tes qualités. C'est un exercice qui est pas forcément facile au début, mais de dire, tu te fais 3 listes, tes qualités: «Je suis une très belle femme, je suis intelligente, je suis drôle, je suis», et vraiment d'être sur le «je suis»,
Et après, tu peux être sur ce que tu fais super bien. Là, on va être sur les talents et puis les succès. J'ai super bien réussi ça par le passé, et ci, et ça, et ça, et ça. Et tu listes. Et ça aide énormément là-dessus. Là, on va passer à la conclusion. Je vais regarder s'il y a des nouvelles questions, des nouvelles remarques dans le chat. Donc, hop, je redescends. Non, il n'y a pas de nouvelles questions ni de nouveaux commentaires. Donc, pour finir, donc la conclusion, le Graal de l'enfant non désiré, tu l'auras compris, ça va être d'apprendre à s'aimer. Donc, l'enfant non désiré, à cause de sa grande croyance erronée, donc qui est: «Je ne mérite pas la vie, non, puisque je ne suis pas attendu, je ne mérite pas la vie et je vais tout faire pour prouver que je la mérite», à cause de cette grande croyance, racine erronée. Donc l'enfant non désiré va chercher amour, validation, acceptation, reconnaissance, avant tout chez les autres et parfois même à n'importe quel prix. Hem Et donc, bah, du coup, la grande clé, le Graal, en fait, pour l'enfant non désiré, ça va être d'apprendre à se donner cet amour, cette validation, cette acceptation, cette bienveillance, cette reconnaissance, 3 petits points, soi-même, avant d'aller le chercher chez les autres. Donc ça ne veut pas dire que tu ne dois plus aller le chercher chez les autres, c'est juste que, parce que parfois, surtout quand des fois on a une tendance à se victimiser, on va reprocher aux autres: «Oui, mais tu as vu, il ne me donne pas la reconnaissance que je souhaite ou que je mérite ou que je sais pas quoi». Oui, c'est un exemple. Mais ou parfois ça pourrait être de critiquer ses parents ou ses proches ou son conjoint ou sa conjointe ou ses enfants ou ses parents, enfin ou ses parents, je viens de le dire. «Ils ne m'acceptent pas tel que je suis». Mais ce que j'ai souvent observé, c'est que quand on fait ce reproche-là aux autres, inconsciemment, se le fait à soi-même avant ça. Donc quand tu t'observes que tu reproches à l'autre de ne pas t'aimer comme tu le souhaiterais ou comme il se devrait, je ne sais pas, ça dépend, il ne m'accepte pas, il est méchant, j'ai pas assez de reconnaissance, de remerciement, et cetera. Est-ce que toi, tu te remercies? Est-ce que toi, tu t'acceptes? Voilà, cherche vraiment comment toi, tu peux te donner de l'acceptation. Quand tu reproches ça à quelqu'un d'autre, demande-toi toujours aussi: «Et comment moi, je peux me donner cette acceptation-là aussi?» Ça ne veut pas dire de renoncer à, je sais pas, avoir un minimum de reconnaissance, que ce soit au travail ou dans ta famille. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais essaye de voir comment toi, tu peux aussi te donner ça. Parce que voilà, l'enfant vraiment non désiré a tendance à aller chercher ça, avant tout et surtout chez les autres et à oublier de se donner cela à lui-même avant tout. Voilà ce que je voulais dire. Donc, toi, la question que je remets ici: «Qu'est-ce que je peux faire pour m'aimer un peu plus aujourd'hui?» Ben, des fois, ça peut être: «Qu'est-ce que je peux faire pour m'accepter un peu plus aujourd'hui?» ou pour me donner un peu plus de bienveillance aujourd'hui ou de reconnaissance, et cetera, et cetera. Donc, et les questions, même si elles ne te viennent pas tout de suite, laisse-les en tâche de fond parce que tu vas voir que tu vas avoir des réponses assez rapidement. Les questions qu'on laisse comme ça en tâche de fond, on finit toujours par avoir une réponse, hein. Moi, je sais que les questions les plus coriaces que j'ai pu me poser, il y a des fois, j'ai attendu 2-3 jours avant d'avoir la réponse. Parce qu'il y a l'ego qui résiste. Mais tu finis toujours par avoir ta réponse. Mais ça, c'est des questions un peu plus faciles où tu trouves toujours une réponse, hein. Et oui, ce que je voulais dire aussi, ben, les petits pas, c'est vraiment apprendre à s'aimer ou se donner de l'amour, enfin se donner de l'amour, acceptation, bienveillance, reconnaissance, et cetera. C'est vraiment un entraînement de tous les jours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on évolue dans une société qui ne fonctionne pas comme ça fondamentalement. Ça vient de plus en plus, grâce, à la communication non violente, grâce au développement personnel, grâce aussi à la psychologie, grâce à tout un tas de thérapies, douces, et que ce soit en énergétique, et cetera. Ce qu'on appelle les TCC, les thérapies courtes comportementales. Voilà, et maintenant il y a plein de choses qui se développent, donc ça vient de plus en plus et tant mieux pour nous, et à chacun de trouver ce qui nous parle le plus et ce qui fonctionne le mieux pour nous. Mais de toute façon, enfin voilà, quand on a passé des décennies, quand même dans une société qui manque cruellement de bienveillance, je dirais, bien sûr, ça va prendre du temps de s'entraîner et à se donner ça aussi envers soi-même et ensuite aussi de pouvoir le donner aux autres. Donc, ne te flagelle pas si tu trouves que ça avance pas assez vite.
Au contraire, félicite-toi les fois où tu réussis à faire un pas justement vers tout ça et reconnais, ben, ton chemin aussi, le chemin que tu parcours plutôt que de voir qu'il te reste encore énormément de chemin à parcourir et des fois retourne-toi, tapote-toi l'épaule, félicite-toi pour le chemin, parcouru et ça t'aidera justement à continuer sur cette voie-là et c'est un entraînement, quoi. C'est vraiment des petits pas et avec ce type de questions comme: «Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'aimer un peu plus?» et cetera, ça va t'aider justement à poser ces petits pas, quasiment, ben, un petit pas tous les jours ou presque et c'est ce à quoi je t'invite. Donc voilà, la grande clé, c'est l'amour de soi. Ce soir, j'ai abordé plein d'autres thèmes. J'ai parlé aussi des croyances limitantes, je vous ai aussi parlé de communication bienveillante qui est une clé vraiment très, très essentielle, je trouve, mais qui mérite aussi l'objet d'une conférence. Donc voilà. Est-ce que ça te dirait là, on fait un petit sondage et sans doute on va essayer d'organiser un sondage, sur la page Facebook de la Maison des Familles. Mais est-ce que ça te dirait que la Maison des Familles organise, d'autres conférences ou même peut-être des ateliers sur Zoom, que ce soit avec moi ou peut-être avec d'autres intervenants? Mais là, du coup, là, moi, je vais recueillir tes réponses pour voir ce que moi je pourrais organiser pour vous. Heu, donc oui, d'autres rendez-vous comme alors que ce soit sur le thème de l'enfant non désiré ou sur l'amour de soi plus largement ou peut-être l'estime de soi, la confiance en soi. Je te donne des sujets qui me viennent comme ça, la communication bienveillante, ça peut être aussi les croyances, ce qu'on appelle aussi les pensées limitantes. Ça, c'est vraiment des super clés pour avancer justement sur ce chemin-là, pour les détecter, les dégommer. La communication bienveillante, ça peut vraiment être déjà, un su quelque chose aussi, je parlais de nourrir ses besoins, ça c'est aussi c'est un très, très gros sujet, qui vient, beaucoup de la communication non violente, mais pas que. De comment détecter ses besoins, comment apprendre à les nourrir, comment les communiquer, se sentir légitime aussi, puis d'avoir des outils très concrets pour parler de ses besoins à son entourage, sans les imposer, tout en étant capable d'entendre un non, et cetera. Tout ça, c'est vraiment des clés qui sont, vraiment essentielles, je dirais, pour avancer aussi sur l'amour de soi et du coup, être, comment dire? Le plus, dans la bienveillance, et dans la sérénité aussi pour interagir avec les autres. Donc ça pourrait être sur Zoom, soit en petits groupes, on pourrait faire comme des moments où on échange ensemble, que ce soit sur le thème de l'enfant non désiré ou sur d'autres thèmes. Heu, ou, enfin voilà, ça peut être d'autres sujets. Donc là, ça pourrait être, alors Zoom, c'est un logiciel qui est gratuit, que tu installes soit sur ton smartphone, soit sur ton ordinateur. C'est très simple à installer. Et du coup, ben, je pourrais animer comme on va dire des cercles de parole où on discute ensemble, on échange, on dépose. Peut-être on demande des conseils aux autres ou pas. Parce que peut-être on a juste envie de dire des choses. C'est l'occasion de recevoir une écoute qui est profonde, empathique, bienveillante, etc. Si après vous voulez recevoir des feedbacks des autres membres du groupe ou me demander à moi si j'ai pas un exercice à proposer pour travailler sur un sujet spécifique, je peux proposer des exercices et cetera. Ou ça peut être d'autres types de conférences comme je disais tout avant, les croyances, la communication bienveillante ou reparler encore de l'enfant non désiré ou de l'amour de soi et cetera et cetera et cetera. Donc là, dites en commentaire ce qui vous vient, ce qui vous plairait, si vous avez des questions, des grandes questions qui nécessitent vraiment une conférence pour qu'on creuse. Donc voilà, comme je disais, du coup, sur Zoom, ça pourrait être ou même en live, ça pourrait être l'exercice, pardon, l'occasion de donner d'autres exercices ou des moments d'échange et de prise de parole. Donc échange et prise de parole, on serait sur Zoom en visioconférence. Voilà, qu'est-ce qui te plairait? Dis-le en commentaire. Là, je recueille un peu les besoins parce que là, a priori, le confinement, ça va être encore un peu pas simple, encore les semaines et peut-être les 1 mois ou 2 à venir. Donc on va continuer de faire des rendez-vous en ligne et puis, on voulait simplement vous interroger. Heu, donc s'il reste des questions, je te laisse me les poser, puis moi je vais aller voir là dans la zone de chat s'il y a des questions, des commentaires, donc des ateliers d'échange à plusieurs, oui, sur les croyances d'enfants non désirés ou même les croyances en général. Je crois que j'ai proposé ça à la Maison des Familles, peut-être de faire une conférence sur les croyances, travailler sur les pensées positives. Bah, ça va du coup, les pensées positives, ça va avec les croyances. Ce serait dans le même atelier. La première, ce serait de donner des exercices pour détecter nos croyances et ensuite de donner les outils pour les reprogrammer et de se créer ce qu'on appelle du coup des croyances qui sont portantes ou porteuses ou des pensées, aidantes
Bon après c'est toujours le même concept derrière, de donner des outils concrets pour, reprogrammer ça. Hem et donc des moments d'échange à plusieurs. Donc là, les ateliers d'échange, ça on le ferait sur Zoom. Parce que du coup, ça permet d'être, bon après on verra combien de personnes on limiterait. Ça dépend aussi de la durée du cercle. Si on veut faire un cercle d'une heure, on serait moins de 10, c'est sûr. Après on verrait, à combien on est pour faire ça. Hem, du coup, bah, merci Christine, merci, il y a quelqu'un d'autre, il y avait Céline aussi qui disait merci. Ben, merci d'être restée jusqu'au bout. Donc, ben, je note là les 3 idées. Si vous en avez d'autres, des idées, allez-y, dites-les. Est-ce que ça vous intéresserait aussi peut-être qu'on aborde la communication bienveillante? Moi, je trouve que c'est vraiment important ça. Ou qu'on reparle aussi peut-être le triangle de Karpman, j'en ai parlé vite fait. Ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, qui vraiment, parasite énormément nos relations. Ce triangle, je vais couper le partage d'ailleurs de mon écran pour revenir en plein écran moi. Le triangle de Karpman aussi, ça peut être un sujet intéressant. Voilà, n'hésitez pas encore à commenter. Je vous laisse encore quelques instants pour commenter, puis sinon je vais couper simplement la conférence qui est maintenant finie. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé, d'avoir, commenté dans le chat. C'est toujours agréable pour moi, bah, d'avoir des commentaires, de pouvoir y rebondir et cetera. Parce que comme ça, je sais que je ne suis pas seule, parce qu'il y avait un moment, on était 8 quand même. Donc, la communication bienveillante, Letty, ça t'intéresse? Super. Donc je vais proposer ça aussi. On va voir ce qu'on va proposer exactement là-dessus. Voilà. Ben, écoutez, merci beaucoup à toutes, oui, parce que là, je crois que des femmes qui ont enfin, qui en tout cas qui ont commenté. Il y a peut-être des hommes qui nous ont regardés et qui sont restés beaucoup plus timides et c'est OK. Bah, merci à tous, pour votre participation et puis je vous dis à très bientôt. En tout cas, je l'espère. On va voir en janvier, il y aura enfin, je ne connais pas le programme de la maison des familles, il faut regarder, rester connecté. Je crois qu'il y a encore d'autres rendez-vous qui sont prévus jusque mi-décembre. Après, peut-être moins parce qu'il va y avoir les vacances et chacun va programmer aussi préparer Noël et cetera et cetera. Mais voilà, moi, en tout cas, je pense revenir normalement en janvier, que ce soit sur Zoom en comité restreint, soit sur Facebook. Donc voilà, si ça vous a plu, ben, je suis très contente et on se retrouve très, très bientôt. À bientôt. Au revoir.